Bonjour à toutes, bienvenue sur Radio Sud Plus dans l'émission Allez dit partout. C'est l'émission avec Parallèle Sud que Nico anime avec Nini. Bonjour Nini. Bonjour. L'émission Allez dit partout, c'est une émission que nous l'a imaginée parce que le monde comme est là, les dents heureux, nous gagnent difficile imagine demain. Et pour nous, il est important d'ouvrir la parole, de causer par le bonne souffrance réunionnais parce que c'est un premier chemin pour aller mieux. Alors aujourd'hui, nous pas parler un peu, ne change pas de cap, nous pas parler d'un sujet important pour Bonne Réunionnais, nous pas parler du SAR. Le SAR, c'est le schéma d'aménagement régional. Le SAR, Nini, qu'est-ce que ça? Alors, le SAR, le SAR. Alors, le SAR, c'est un document qui décide de beaucoup de choses concrètes pour notre région. Ça va décider de où on construit, où on va protéger, comment on se déplace, qu'est-ce qu'on peut planter et surtout où et comment on va vivre demain. Donc, une nouvelle version du SAR est en cours de rédaction pour 2050. 18 associations réunionnaises se sont mobilisées et viennent d'alerter. Il faut changer de cap, mettre l'écologie, la justice sociale et la démocratie au cœur de la planification de notre île. Et Olivier, du coup, aujourd'hui. Donc aujourd'hui, pour parler de ce sujet-là, nous sommes contents de recevoir des invités de qualité. Ne pas faire un tour de table pour laisser Azote présenter Azote pour savoir qui ça vient à cause de ça aujourd'hui avec nous. Alors, moi, je veux beaucoup laisser parler les autres. Je suis Franck Cellier, l'un des cofondateurs de Parallèle Sud, et très fier de pouvoir participer à cette émission. Bonjour à tous, merci pour l'invitation. Je suis Christophe Barbarini et je fais partie du collectif citoyen qui est à l'origine de cette lettre à destination de tous les élus, et ça fait bien. Bonjour à toutes, Aurélie Dupart-Grondin, moi elle est présidente d'une association d'éducation à l'environnement pour Éveil Bonne Marmaille demain, et de profession, moi elle est médiatrice scientifique et moi un tas de casquettes, et moi elle est ravie d'être là aujourd'hui pour cause de ce grand chantier qui concerne notre toute. Wilfried Bertil, moi les conseiller régional, et c'est moi qui est responsable de la révision du schéma d'aménagement régional qui est en cours, qui n'est pas arrêté. Christian Annette, moi les conseiller régional, et moi l'invité ici en tant que président de l'Agora, mais il veut dire que moi n'est pas le porte-parole de l'Agora, parce que l'Agora c'est une agence d'urbanisme qui est neutre. Moi je fais la politique, moi les socialistes, et je pense que moi on a une certaine idée que je veux défendre ici devant vous, une certaine idée de l'aménagement. Et moi, je suis très heureux de ce débat parce qu'il va durer 2 heures. Donc, nous avons le temps de poser, expliquer nos points de convergence et tous nos points de divergence. Et je regrette une petite affaire, c'est que le maire de Tampon n'est pas là. Parce que la dernière fois, on a fait une réunion et il disait, M. Tianakoun disait que le zéro artificialisation nette, un mot un peu compliqué, ça veut dire la sobriété foncière. Allons pas consommer trop les espaces naturels agricoles. Eh bien, M. Tianakoun te dit comme ça que quand c'est zéro artificialisation nette, ça veut dire que c'est zéro ambition. Ben, il pense que c'est pas zéro ambition, il caricature un peu, mais peut-être que lui-même, il a un peu de mal à imaginer le développement de sa commune. Et moi, on aurait bien aimé, parce que c'est un homme de droite, un homme de gauche, peut-être que notre confrontation aurait été intéressante pour tous ceux qui écoutent à nous. Oui, il est vrai que c'est un sujet qui concerne, nous va rentrer dedans justement, il concerne beaucoup de Réunionnais et que nous trouvons ça important d'avoir des points de vue différents. C'est pour ça que nous imaginons aussi, mais il est vrai que 2 heures c'est déjà bien pour commencer, mais nous imaginons de refaire cette émission-là plus tard dans l'année pour continuer la discussion. Là, c'est une première émission pour ouvrir le sujet. Ouais, du coup, pour démarrer, est-ce que l'un d'entre vous, je ne sais pas qui, pourrait nous expliquer un petit peu ce qu'est le SAR exactement et à quoi ça sert? Voilà. Oui, pour nos auditeurs. Le SAR, c'est le schéma d'aménagement régional. C'est un document de planification spatiale du territoire. C'est quelque chose qui est propre au département d'outre-mer, puisque la Corse a un schéma qui s'appelle le PADUC. Les régions de France ont des schémas qui s'appellent les SRADET. Oui. Et nous les entre les deux, c'est-à-dire nous avons moins de possibilités d'aménager, de liberté d'aménager notre territoire que la Corse. Nous n'en avons plus que les SRADET des régions de France. Nous sommes à peu près sur les mêmes compétences de la région Île-de-France. Nous sommes au 3e SAR. Là, il y a eu un premier SAR qui a été créé en 1995. Il y a un deuxième qui a été fait en 2007. Ça a été revisé en 2011.
Et là, depuis le mois de novembre 2021, nous avons décidé de réviser de nouveau le schéma d'aménagement régional dans la perspective de la réunion de 2050, mais ça ne veut pas dire que le SAR qui va sortir dans quelques mois ou dans quelques années va être définitif et jusqu'en 2050. On a bien vu que les SAR sont révisés tous les 10-12 ans. Donc on trace une perspective, mais il y aura des documents intermédiaires qui vont réajuster les éléments en fonction des données. Alors ce schéma d'aménagement régional, il est arrêté par la région, mais on en parlera tout à l'heure peut-être des modalités de sa conception. Mais la région n'a pas fait tout seul évidemment. Et l'ULE, ce que les gens y appellent ça opposable au tiers, c'est-à-dire que les intercommunalités qui regroupent les communes de la Réunion, il y en a 5, les obligées dans le cas de notre SCOT, schéma de cohérence territoriale, de prendre en compte les préconisations du SAR, et les PLU, les programmes locaux d'urbanisme qui relèvent des communes, même sont obligés de remettre Azote en conformité avec ce que le SCOT l'a décidé et ce que le SAR y préconise. Donc c'est un document d'urbanisme opposable au tiers, mais c'est un document qui se comporte de deux choses. Il y a un gros document écrit avec les diagnostics, les préconisations, les orientations fondamentales, les principes d'aménagement, ce qu'il peut faire, ce qu'il ne peut pas faire, comment il faut faire, etc. Et puis surtout, et c'est ça que les gens y regardent surtout, c'est une carte au 100 millième où mis sur la carte les grands équipements, les espaces agricoles à sauvegarder, les espaces naturels à protéger, l'urbanisation à maintenir, à maîtriser. Donc c'est un document de planification, c'est une carte, mais le problème c'est que c'est une carte au 100 millième, donc c'est une carte où l'échelle, parfois l'épaisseur du trait, quand on va sur le terrain après, c'est 5 mètres ou 10 mètres, et on n'est plus tout à fait... Et donc il appartient au SCOT pour les interco et au PLU. Donc le gros du travail se fait au niveau des SCOT et au niveau des PLU. Pour entrer dans le détail, le schéma d'aménagement régional, lui, il ne peut pas être plus long pour ça. C'est un document d'ensemble, de cohérence, en fait, idéalement, ça devrait être la projection sur le territoire d'un projet de développement de la Réunion qui prend compte des spécificités de la Réunion, l'identité de la population, les besoins sociaux de la population. Idéalement, ça devrait être ça, mais dans la réalité, on verra tout à l'heure que c'est malheureusement pas tout à fait ça, même si on essaye de faire en sorte que ce soit ça. Mais je voudrais rajouter un mot pour être un peu plus simple, comme ça tout le monde comprend nous. Mais je dirais que le SAR, alors on nous dit toujours, c'est la destination générale des sols. Pour ça, imaginons que la Réunion, c'est un grand puzzle, et chaque pièce de puzzle, c'est un petit bout de la Réunion. C'est un espace, un champ de canne, une forêt, un bout de plage, un ravine. Voilà, chaque espace, c'est ça. Et aussi les zones urbaines. Et que ça nous fait avec chacun des espaces. Est-ce que la zone urbaine nous met un peu plus de maisons, ou est-ce que nous ça prend l'étalement urbain, cette qu'on appelle l'étalement urbain? Est-ce que pour construire la ville de demain, nous ça prend toujours sur les champs de canne, sur les champs de toute la terre agricole, parce que d'abord c'est la terre agricole, après nous cause des forêts et des espaces naturels. Donc voilà un peu pour que tout le monde y comprenne. Chaque bout de terrain, la destination, c'est quoi? Que ça nous fait demain? Et demain, c'est dans 25 ans. Notre horizon, c'est 1 million d'habitants, 2050, qu'on a 1 million. Et il est difficile parce que nous, toute la besoin de la terre, comme nous cause, le besoin de l'habitant, c'est quoi? Nous avons besoin d'un case, le logement. Après, nous avons besoin de travail. Après, nous avons besoin de manger. Nous avons besoin de boire. Ça, on a de l'eau. Nous avons besoin d'accéder au sport, nous avons besoin de loisirs, nous avons besoin de culture, nous avons besoin de la santé. Et comme M. Bertil vient de dire, comment nous fait pour mailler tout ça? Et c'est là que c'est difficile entre nous, déjà, parce que Nain dit, non, moi, j'ai besoin garde la terre pour l'agriculture. L'autre va dire, moi, j'ai besoin de la terre pour la case. Moi, j'ai besoin de la terre pour faire un dépôt de la gestion des déchets. Moi, j'ai besoin de la terre pour faire un champ de photovoltaïque. Et nous devons mettre à nous d'accord. Avant tout, nous devons mettre à nous d'accord. Et pour mettre à nous d'accord, moi, me l'a dit, c'est pas un secret, m'y demander, moi, l'a écrit à la présidente, que nous avons une vision, que ça, il est notre réunion en 2050. Tant que nous ne l'a pas imaginé ça, nous cafouillons un peu.
Et ça, pour moi, que ça nous veut. Quelle réunion 2050. Donc voilà, le plus simplement, le ministère de monde, il comprend qu'il n'y a pas, voilà, un puzzle, chaque pièce, ça nous fait avec. Merci beaucoup. Nous commençons à comprendre un peu que ça, le SAR, nous voit que c'est pas juste une carte, un document technique, il y a aussi derrière un projet de société peut-être à imaginer derrière. Nous arrête la même pour la définition du SAR. Ouais. Et après, nous partons enchaîner peut-être tout à l'heure, après la pause musicale, là, nous partons essayer d'évaluer un petit peu les SAR passés, voir comment l'a été fait jusqu'à présent. Là, nous partons donc faire une petite pause musicale. Nous propose d'écouter un morceau de Ziskakan. C'est Bateau Fou, il a été il sort du pays Bateau Fou 83. C'est parfait. Vous allez toujours sur Radio Sud Plus pour aller dire partout, l'émission de Parallèle Sud. Bon, avant la pause, on a essayé de comprendre un peu c'est quoi le SAR. On a vu que c'était un document important pour l'avenir des Réunionnais. Et le dernier SAR, là, date de 2011, M. Bertil l'a dit à nous. Et depuis 2011, donc, ce document-là a guidé l'aménagement du territoire réunionnais. Ah, pardon. Moi, j'aimerais bien qu'on fasse en fait un bilan concret de tous les grands travaux qui ont eu lieu pendant ce dernier SAR. De ce qui a été commencé, qu'on puisse savoir un petit peu de quoi on parle en fait exactement concrètement. Avant de répondre, je rappelle, bonnes auditeurs, qu'à partir de 10h30, nous ouvrons l'antenne bonnes auditeurs. Ils ont un petit peu appel à nous et réagir ou poser de bonnes questions à nos invités. Peut-être, M. Bertil, vous pouvez essayer de commencer à esquisser, selon vous, un bilan des SAR passés. Mais il ne voudrait pas monopoliser la parole. Toi. Mais disons que les différents SAR avaient quand même des constantes. La première constante, c'est comment faire pour maîtriser l'urbanisation, puisqu'il y a une urbanisation à La Réunion qui est diffuse, qui s'étale beaucoup. Le deuxième, c'est comment faire en sorte qu'on puisse préserver les terres agricoles. Et la troisième, c'est comment faire en sorte qu'on puisse protéger les espaces naturels. Ça, c'est une constante des différents SAR, 95, 2007, 2011. Mais le problème, c'est que le SAR lui fait des préconisations, lui dit il faudrait faire aller dans telle direction, etc., mettre tant de surface dans telle zone, etc. Mais après, il y a ce qui se passe sur le terrain. Parce que le SAR, c'est sa faiblesse, et c'est encore sa faiblesse, c'est que le SAR lui fait des préconisations, mais lui n'a pas d'outils derrière pour faire en sorte que ce que lui demande, sauf des outils, j'allais dire, juridiques, la loi, le règlement, mais elle n'a pas d'outils pour accompagner les préconisations que lui fait. Donc les SAR, les faits, c'est de beaux documents, et après, quand on refait le bilan du SAR, on se rend compte que la préconisation du SAR sur la maîtrise de l'urbanisation l'a plutôt bien marché. Après, nous rendons compte sur les terres agricoles, elle est un petit peu moins bon, etc. Donc, on constate des évolutions qui nous échappent, et c'est pour ça que dans ce SAR-là, nous l'a dit que même s'il n'est pas prévu par les textes, nous mettons en annexe des outils. Parce que les très beaux disent il faut faire ci, il faut faire ça, mais si on ne dit pas comment, avec quoi, elle est compliquée. Et c'est en fait un document qui sert de référence pour les documents d'urbanisme Scott au niveau des EPCI et PLU, mais il faut avoir des outils pour que ce que les préconisés y rentrent en action, mais malheureusement, on nous voit bien au niveau des communes, des territoires ou du puzzle dont parlait Christianette tout à l'heure, que n'est pas toujours ça. Et le mitage se poursuit, il y a des constructions sans permis, etc. Bref, on va entrer sûrement dans le détail tout à l'heure. Monsieur Annette Oui, moi, je suis d'accord avec cette Bertil dit. Le SAR 95 et le SAR 2011 ont été de bons outils quand même. Il ne faut pas nous critiquer trop. Tout n'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon. Non, parce que nous l'avons bien réduit la consommation des espaces agricoles. Pour faire plus simple, on va dire agricole, ça ne veut pas dire les élèves. Voilà, nous l'avons bien réduit. Mais, et ça c'est une certitude, nous le constatons tous partout. Mais il y a une affaire qui est importante, et c'est le cœur du sujet aujourd'hui, c'est qu'en 2015, il y a eu la COP 21.
Et que ça, la COP21 l'a dit, réchauffement climatique. Elle a dit attention avec le réchauffement climatique, parce que c'est ça qu'elle est en train de déclencher des conséquences dévastatrices dans le monde entier, et à La Réunion aussi. Nous n'échappons pas à ça. Donc, pour moi, depuis 2015, on doit faire encore plus d'efforts. Parce que notre population l'a bien augmenté, il reste à nous 100 000 habitants en 25 ans, donc nous peut absorber ça, mais nous doit protéger encore plus. La première, avant nous, moi, je n'ai pas un scientifique, mais moi, j'ai bien compris que le réchauffement climatique, il est dû à quoi? À la production des gaz à effet de serre. Nous bétonnons partout, il n'y a plus, le scientifique va expliquer, les puits carbone, il y a de moins en moins. Il faut plus de puits de carbone. Donc, c'est pour ça que me dit la première des mesures, et moi, je milite pour ça depuis toujours, la première des mesures à l'adaptation des changements climatiques, l'a fait un plan, l'a fait 2 plans, l'a fait 3 plans, c'est nous, les élus, allons limiter l'étalement urbain. L'étalement urbain, tout le monde y comprend. OK? On a un champ de canne derrière la cour, nous, ça prend ça pour faire 2-3 cases en plus. Nous, on a 10 hectares, tel endroit, ça fait l'aménagement, ça fait un lotissement, ça fait une grande surface. Ça, c'est pas bon du tout. Pour moi, c'est être irresponsable. Tous les grands équipements, nous laissons un petit pays, 2500 km², traversé par 30 000 km de ravines dormantes. Peut-être que tu ne connais pas, nos autres coins, on a un ravine, il dort. Mais quand ça va réveiller, ça sera très mauvais. Et donc, je pense que depuis 2015, nous devons faire 2 fois plus d'efforts. Nous ne devons pas dire, moi, comme ça, dans le débat, nous, à la région, nous sommes en train de faire réviser le SAR, mais nous sommes en plein débat. Nous appartenons tous les deux à la même majorité, mais nous avons des points de vue. Moi, on a un point de vue qui est différent, mais m'y exprime ça, m'y écrit à la présidente, dans la presse, on a un point de vue qui est différent. Et c'est notre droit. C'est comme ça, c'est le débat. Tant qu'il n'est pas clos, il continue à dire qu'aujourd'hui, nous sommes dans une espèce d'ambivalence. Je te rappelle, Macron était dit en même temps. Il faut préserver la biodiversité, il faut ceci, il faut ça, mais en même temps, on consomme plus de terrain, Et je pense que nous en avons tous les outils à La Réunion pour imaginer la ville réunionnaise de demain. Nous avons une école d'architecture, nous avons le SAUE, nous avons le CIRBAT, qui travaille sur le matériau, nous avons des labos de recherche partout. Allons réfléchir. Moi, je n'ai pas sûr que la génération Maramaï née aujourd'hui, tout de même Maramaï va à un casater. Non, Maramaï, vous avez besoin d'autre chose. La casater, c'est notre affaire. Quand nous dit, nous avons besoin de la cuisine, feu de bois dans la cour. Parce que c'est le temps longtemps. Et mais c'est comme ça. Pourquoi nous ne mettons pas de sinette dans la cour aussi? C'était le temps longtemps. Mais il faut évoluer. Et les jeunes d'aujourd'hui, moi, je ne suis pas sûr du tout ils veulent une casater. Donc, la première mesure, on a bien fait. Les 2 SAR ont été très, très positifs dans la réduction de la consommation. Mais on doit faire beaucoup mieux. Les réchauffements climatiques, les sur notre tête, cyclones, les sur notre tête. Toutes les catastrophes, ça arrivait, les sur notre tête. Et nous connaissons que ça, ça arrivait demain. Voilà. Donc, moi, je milite pour faire beaucoup plus. Même s'il n'avait pas la loi climat résilience. Même si elle n'avait pas le ZAN, moi, à ma place d'élu régional, m'en aurais milité, mais milite pour réduire, parce que nous, si je saute sur le balcon, on regarde un peu devant eux, on a de quoi dire pendant 2 heures. Voilà. On m'y entend votre bilan, mais moi c'est un Réunionnais, on a descendu de la mer pour faire mes études, pour commencer à travailler en métropole, comme beaucoup de Réunionnais. Et quand on arrive ici après 20 ans d'expérience là-bas, moi, elle a été choquée, franchement, par l'évolution, l'étalement urbain, la disparition de bons espaces sauvages, et la disparition même de notre biodiversité. C'est-à-dire que là, nous ne parle pas d'une crise, là, nous parle du réchauffement climatique. Nous voit déjà les effets, il va empirer. Mais moi, il parle de la perte de la biodiversité, il constate déjà en 20 ans comment la diminuer. Donc, c'est pas mis de tourner un peu vers les associations là. Ouais, je dirais même que c'est pas forcément les jeunes d'aujourd'hui, c'est plutôt les jeunes d'hier et même d'avant-hier qui ont rendu la Réunion comme ça. Et c'est vrai qu'on n'a peut-être pas de bilan théorisé des précédents SAR. En revanche, on a les témoignages comme le tien. Et on peut se dire, mais quelles sont les décisions qui ont amené à ça? Est-ce qu'on aurait pu faire différemment? Je pense par exemple au fort privilège qu'a bénéficié la région de l'Ouest et du Nord par rapport au Sud et l'Est.
le basculement de l'eau qui était présenté comme l'un des... ça a même été primé, je crois, à l'époque. Hein. C'était très écologiste d'avoir cette merveilleuse idée de prendre l'eau là où il pleut pour l'amener là où il pleut pas. Mais je crois qu'à l'époque, on avait dit que c'est 80% pour l'agriculture, 20% pour l'urbanisme. Et tu arrives 20 ans après, t'as pas l'impression qu'il y a eu 80% d'agriculture qui s'est développée et 20% d'urbanisme dans l'Ouest, c'est plutôt le contraire, quoi. Je rebondis, merci Monsieur Annette pour ces éléments, parce que je vais pouvoir rebondir là-dessus. On est dans une situation, on va dire, d'urgence climatique. On est peut-être la génération qui est en train de s'éveiller face à ce sujet, parce qu'on l'a constaté récemment, que ce soit avec Chido, Bellal, Garance, que on est en train de se prendre des cyclones dans la figure qui sont conséquents. Donc ce schéma d'aménagement du territoire, il se fait sur des préconisations, mais il se fait aussi avec des contraintes qui sont des contraintes environnementales, qui sont des contraintes liées à la façon dont est construit notre territoire. On est sur une montagne, on ne va pas pouvoir construire non plus partout. Et je rejoins Monsieur Annette là-dessus. Est-ce que demain, nous, nos jeunes, ont envie de la case à terre comme avant ? Il va falloir de toute façon concilier tout ça et construire ce schéma avec les citoyens. Chose qui parfois peut paraître, je vous entends depuis tout à l'heure, il y a le ZAN, le SGAR, le machin, le bidule. Je ne suis pas sûre que monsieur, madame, tout le monde comprenne ce que c'est, comprenne où c'est. Parce que ces documents, ils sont accessibles au public, je tiens à le préciser. Est-ce qu'on a suffisamment communiqué pour dire où est-ce qu'ils sont, que c'est à portée de main et qu'on peut tous donner notre mot là-dessus ? Alors je ne dis pas que toutes les idées de tous les citoyens seront retenues, mais c'est quelque chose qui va se construire ensemble. Tout simplement parce qu'on est sur un territoire qui subit 7 risques naturels sur 8. Le seul truc qu'on n'a pas, c'est des avalanches de neige, et encore des avalanches galées dans la figure. Voilà. Donc on va devoir réfléchir à toutes ces contraintes qui sont liées à la géographie du territoire, aux risques naturels présents, des contraintes qui sont aussi sociétales. Est-ce qu'on a envie forcément de voir du tout béton partout ? Est-ce qu'on est obligé de faire du tout béton ? Moi je parle souvent de génie réunionnais et je rebondis sur le fait qu'on a quand même un département urbanisme au tampon à l'université qui est en train d'expérimenter des nouveaux matériaux avec des choses en local. Il y a de vraies filières et de vrais métiers autour de ce schéma d'aménagement pour nos jeunes de demain. On est sur un territoire en plus qui est petit et qui peut clairement servir de territoire pilote pour nos confrères en métropole d'autres régions. Pourquoi ? Parce qu'on subit l'insularité avec toutes ces contraintes, qu'on a ce relief qui nous oblige à construire différemment et peut-être à revoir aussi ce que j'appelle l'innovation. L'innovation pense souvent high-tech, IA, etc. Revoir aussi comment construisaient nos grands-parents, parce qu'il y avait un certain génie. Nos cases créoles étaient bioclimatiques, ça ne nécessitait pas forcément une climatisation. Et nous-mêmes, nous questionner en tant que citoyens sur notre façon d'évoluer avec notre environnement. Est-ce qu'il est nécessaire les mobilités ? Est-ce qu'il est nécessaire d'avoir 4 voitures ? Est-ce qu'il est nécessaire d'avoir un grand jardin mais nous plante pas rien dedans ? Est-ce qu'on peut pas revoir certains espaces ? Parce que ce fameux puzzle, ces fameuses petites pièces, il y a des choses qui sont encore possibles et il y a des choses qui sont en train d'évoluer. Moi, j'invite tous ceux qui nous écoutent à prendre des cartes IGN et à remonter 50 ans en arrière. Juste pour voir l'évolution du territoire. Alors, comme toi, j'ai constaté, moi, juste sur mon petit village de l'Entre-deux, moi, j'ai vu mon petit bassin Sassa dans lequel je sautais tous les matins réduire. C'est-à-dire que moi, le temps de ma vie, j'ai eu le temps de voir le bassin dans lequel je sautais enfant, je ne peux plus sauter dedans parce qu'il n'y a plus de fond. Pourquoi ? Parce que l'eau a servi pour l'irrigation ailleurs. Mais je tiens à préciser que c'est un sujet qui est transversal. Ça va impliquer l'environnement, les mobilités, la façon de construire. Ça va, ça va permettre aux citoyens aussi de voir les choses différemment. Est-ce qu'on est obligé de vivre comme ça ? Est-ce qu'on ne peut pas se re-questionner sur certaines choses ? Et du coup, ce schéma, il est d'autant plus important parce que, comme je dis, on est dans une urgence. Merci. Bon, on commence un petit peu à faire le bilan et Aurélie, on a commencé un petit peu à évoquer les évolutions et un peu Imagine pour demain. Mais propose de faire une pause, il nous va rentrer un petit peu là-dedans après la pause. Cette fois-ci, mais par écoute L'Horizon Cassé, Basse-Terre, ça c'est un morceau la sortie en 92 sur l'album du même nom. À fleur de mots, la rubrique qui éclaire le terrain avec un peu de littérature vous propose un extrait de L'année des cyclones de Karl de Souza. Le cyclone avait laissé derrière lui un paysage dévasté. Les arbres étaient couchés, les toits arrachés, les routes étaient bloquées par les débris. La famille Rosel avait survécu, mais leur maison était en ruine. Kathleen, la mère, était déterminée à reconstruire leur vie,
Mais son mari, Hans, était traumatisé par l'expérience. Leur fille Noémie était perdue dans ses pensées, incapable de comprendre pourquoi le monde avait basculé dans le chaos. Les jours qui suivirent le cyclone furent difficiles. La famille dut faire face à la réalité de leur situation. Ils avaient perdu tout ce qu'ils avaient et devaient recommencer à zéro. Kathleen se battit pour obtenir de l'aide, mais les autorités étaient débordées. Hans était incapable de faire face à la situation et Noémie se sentait abandonnée. Ce texte a été publié en 2018 aux éditions de l'Olivier. On est toujours sur Radio Sud Plus pour l'émission Allez dit partout sur le schéma d'aménagement régional. On va prendre les appels à partir de 10h20, 10h30. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc, on a vu que dans la partie précédente, on a fait un peu le bilan du SAR. Là, pour que dans la chronique, on a vu que l'impact du changement climatique avec l'augmentation des cyclones, leur force, leur puissance augmente. Il va falloir se prémunir de ça. Et je voulais qu'on revienne un petit peu du coup sur la perception qu'a le citoyen de ce schéma d'aménagement régional. Ça touche vraiment beaucoup de domaines. Ça touche les routes, la pollution, les lycées, enfin voilà, où est-ce qu'on met tout ça? Ça touche vraiment tous les domaines de la vie du Réunionnais. Du coup, quelle est la perception un peu? Je voudrais qu'on donne la parole un peu à Christophe qui nous explique quelle est la raison de votre courrier et pourquoi réviser le SAR. Merci Lini. Alors ouais, moi je suis un citoyen, mais je dois assumer de ne pas être un citoyen normal. C'est parce que ça fait 5 ans que je m'intéresse vraiment sur le sujet. Je m'y intéresse depuis que j'ai lu un rapport du GIEC qui est paru en février 2022 qui fait état de la vulnérabilité des territoires. Et dans ce rapport du GIEC, le GIEC c'est les scientifiques du monde entier qui se mettent d'accord pour établir comme un diagnostic de la situation globale climatique et environnementale. Et ces scientifiques ont dit il y a 3 ans bientôt, enfin il y a plus que 3 ans maintenant, que les territoires comme la Réunion, les petites îles tropicales, isolées, issues d'un passé colonial, avec des grandes disparités sociales, étaient les territoires les plus vulnérables, qui allaient rencontrer des difficultés les plus fortes, suite aux événements climatiques extrêmes qui allaient être engendrés par le réchauffement climatique. Et ce rapport-là, il a été communiqué à nos responsables politiques et aux responsables français, donc en février 2022. Moi, j'ai constaté en tant que citoyen, je me suis dit, j'en ai marre de me laisser guider, j'ai besoin de comprendre. J'ai besoin de comprendre ce qu'est ce réchauffement climatique dont on me parle depuis que je suis né. J'ai 46 ans aujourd'hui. Et on m'en parle depuis que je suis né. Alors, en 2022, j'ai pris ce rapport et je l'ai lu et je l'ai tenté d'analyser. J'ai cette chance que j'ai fait des études scientifiques à la base, donc j'ai pu comprendre relativement rapidement. Et malheureusement, ce que j'ai compris, c'est que la situation de la Réunion, le pays dans lequel j'habite depuis 2008, c'est une situation qui est vraiment, on est comme une marmite sur le feu, quoi. Notre territoire, il sera impacté parmi les premiers par des événements climatiques, comme des cyclones de catégorie 5. Alors catégorie 5, ça veut dire des cyclones avec des vents qui vont dépasser peut-être 300 km/h. Notre île, elle pourrait être impactée dès 2040. Pour en revenir à notre sujet d'aujourd'hui, le schéma d'aménagement régional, il conçoit ce que va devenir l'habitat réunionnais à l'horizon 2050. Ça veut dire qu'on a un agenda climatique qui nous promet des événements cataclysmique à l'horizon 2040 et on est en train de réfléchir à un aménagement pour encore plus loin. Si on n'intègre pas dans cet aménagement du territoire, dès aujourd'hui, on est en révision du schéma d'aménagement, si on n'intègre pas cette réalité, ce diagnostic scientifique de la vulnérabilité de nos habitats, de nos infrastructures, de nos routes, de nos systèmes électriques, de nos systèmes de distribution d'eau, alors on va se retrouver en 2040 avec des aménagements qui ne seront pas du tout adapté. Là, aujourd'hui, on est en 2025. On a encore le temps d'intégrer ce diagnostic. J'aime bien le mot diagnostic parce que ce que font les scientifiques, c'est pas des inventions. C'est vraiment un processus très contrôlé et quasi médical. Quand on parle de réchauffement climatique, moi, j'aime bien en parler sous le
en faisant le rapprochement avec la fièvre, en fait. On est dans une fièvre mondiale qui va nous impacter à l'horizon 2050. Peut-être, nous, à La Réunion, on va gagner 2,6 degrés par rapport on va dire, à 1880, à 1900. La température moyenne, c'est comme si nous, on passait de 37 degrés à 39,6 degrés. Quand moi, je gagne une température, une fièvre comme ça, 39,6 degrés, mais tout mon corps échappe, mon esprit échappe et tout. Donc si je ne me prépare pas à cette fièvre-là, si on ne fait pas attention à cette fièvre qui est en train d'arriver, on a encore, on va dire, 15 ans devant nous pour accepter ce diagnostic de maladie générale, pour l'intégrer dans nos documents. Alors, on va continuer à construire sur un modèle que nous-mêmes nous l'a pas décidé. C'est ce modèle sur lequel on discutait tout à l'heure. C'est pas un modèle réunionnais, c'est un modèle qui vient d'Europe. C'est l'Europe qui décide comment construire chez nous-mêmes. L'aménagement du territoire qu'on a connu depuis 2011. Tout à l'heure, tu demandais, Nini, quels effets on a pu constater de l'aménagement du territoire. Depuis 2011, moi, ce que j'ai vu sortir de terre, c'est la route du littoral. C'est toutes les augmentations de routes. Et en fait, quand le système routier comme ça prend de l'amplitude, dès l'instant qu'on voit une route se construire, on sait que derrière, ça va être des villes qui vont se construire, qui vont ressembler à la route. La route du littoral, elle laisse imaginer qu'on pourrait construire des villes qui vont continuer à pousser un peu hors sol. On a l'impression de pouvoir penser une ville dans laquelle on pourra continuer à vivre, alors que non. Les événements climatiques extrêmes empêchent ces routes de se construire. La route du littoral, il faut le savoir, elle ne résiste pas au vent de 300 km/h. Elle n'a pas été construite dans des normes de sécurité. Donc ça veut dire qu'elle est susceptible de tomber au prochain. Freddy, on s'en rappelle peut-être. Freddy, c'était en février 2023, je crois. C'était un épisode cyclonique qui est passé à 900 km nord de La Réunion. On en a eu très peur. Et tellement que le préfet même lui-même a dit « Oula, là, on n'est pas prêt, là. Si celui-là, il arrive sur La Réunion demain, on n'est pas prêt. » Et donc, le préfet de l'époque, c'était M. Filippini, je crois, il a engagé une réflexion, il a engagé une mobilisation des services de l'État pour tenter de préparer la population à ce type d'événement. Et dans les dernières conclusions que le préfet a eues sur la vulnérabilité de notre territoire, les mots du préfet ont été « Il serait peut-être bon de se rapprocher des mouvements survivalistes pour pouvoir répondre véritablement. » C'est le préfet qui l'a dit, c'est pas moi qui l'invente. Monsieur Filippini donc a conclu ce moment en fait de réflexion par « Il serait peut-être bon de se rapprocher des mouvements survivalistes, ces gens qui réagissent à des ruptures phénoménales et qui savent se satisfaire de peu, qui ont un retour à la nature presque entier, pour savoir comment adapter la population réunionnaise à ce qui va nous arriver. » Si j'entends bien, le message principal que Christophe y porte, c'est si nous devons réviser le SAR, il faut que nous tenions compte du réchauffement climatique. Donc nous voit que depuis 2011, il y a eu des évolutions. Donc le changement climatique, il y a un impact à nous de plus en plus. Il y a eu d'autres évolutions. Il y a eu des évolutions législatives sans doute. Nous avons connu les gilets jaunes, la crise Covid. Donc tout ça, on nous pose la question de c'est quoi les évolutions là depuis 2011. Il faut que nous tenions compte pour l'avenir, pour rédiger notre prochain SAR. Moi, j'aimerais revenir sur ce que M. Barbarini vient de dire. Et nous pour moi, au cœur du sujet. Mais quand M. Barbarini dit, ouais, l'aménagement que nous subit, c'est l'Europe. Il ne dit pas c'est l'Europe, ni Paris, parce que nous, on est des élus. Moi, les responsables, ils connaissent que ça m'y fait. Et toute bonne créole, ils connaissent que ça m'y fait. Nous, tous les responsables, nous ne pouvons pas dire, un tel, il fait pour moi, moi, m'y subis. Personne ne subit pas rien. Mais la difficulté du SAR, un sujet que nous ne cause pas trop, parce que c'est pas bien d'en parler, c'est pour ça que m'amène 2-3 documents. Si je te donne moi 5 minutes, c'est quoi? Le SAR, c'est fait par nous, les élus. Okay? Les élus subissent des pressions. Okay? Mais c'est pas la pression du petit propriétaire foncier. Ah, monsieur le maire, moi, 1000 mètres carrés, déclare ça pour moi. Et c'est pas ça le problème. Le problème, c'est les grands propriétaires fonciers qui ont 50, 100 ou 2000 hectares. Eux, ils viennent pas voir le maire. Monsieur le maire, s'il vous plaît.
Ils viennent vous voir, ils ont fait des courriers, ils viennent vous voir, ils vous proposent et ils vous mettent une pression extraordinaire. Et là, ils proposent à nous, moi, on a un grand projet pour vous, ça fait un hôtel comme ça, l'emploi, toujours le chômage à l'emploi. Mais c'est toujours de l'emploi subalterne. Et, on va vous faire une belle ZAC, mais c'est toujours leur intérêt. Mais c'est l'intérêt de qui? Je pense qu'il faut le dire. Qui fait le SAR, qui met la pression? Moi, sur Sainte-Marie, je connais bien Sainte-Marie, donc je cause rien que Sainte-Marie. Mais ce que me dit Sainte-Marie, tous les auditeurs de Radio Sud sont capables de comprendre que ça se passe dans notre village, dans notre ville. Mais pour les autres, trois exemples. Et que ça me veut dire, moi? Me dit que nous avons une telle pression qui sait, mais veut pas que les grands propriétaires fonciers et les promoteurs immobiliers prennent la main sur le SAR, comme ils prennent la main sur les PLU et sur les SCOT. Mais dans trois exemples. Premier exemple, mais prend le journal. Premier exemple, c'est quoi? En 1999, Jean-Louis Lagourgue, maire de Sainte-Marie, déclasse 9 hectares qui appartiennent à son oncle Pierre Lagourgue dans la zone Leroy-Merlin du Parc. OK? 9 hectares. Là, la champ de canne avec le petit et le gros épierrage payé par l'Europe. Il déclasse, OK. Et que ça il fait? Et Pierre Lagourgue, son oncle, il vend ça au groupe Bourbon, à Jacques de Châteauvieux, qui fait toute cette belle zone. Qui ça il fait le plus, là? Là, pas les élus de Sainte-Marie qui fait les plus. C'est Jacques de Châteauvieux qui fait pression, et quelquefois il fait pression sans faire pression. Il y a de la complaisance, il y a de la complicité, il y a des amitiés. Premier exemple. OK? Et combien la vente le terrain? L'écrit sur le journal, 500 francs le mètre carré. Donc, Pierre Lagourgue gagne l'argent et Châteauvieux, il est heureux. Voilà un premier exemple. Deuxième exemple est la même. Tournez un peu, regarde le titre, le titre, comment la famille Lagourgue protège un trésor familial. OK? Quand elle a fait la ZAC Beauséjour, vous connaissez que ça il est, la ZAC Beauséjour? Moi, la bataille depuis le début. 70 hectares. Mais la ZAC Beauséjour, c'est pour qui? CBO Territorial et Jacques de Châteauvieux, il était encore le patron. Et moi, la bataille, et 7 ans, voilà, la justice stop. Ça, c'est tribunal administratif, et après, c'est la cour d'appel de Bordeaux. Stop, pourquoi? Il n'y a pas eu de mise en concurrence. Mais bataille dans chaque conseil municipal, il y a, monsieur Annette, circuler, il n'y a rien à voir. Mais le plus important, Mimontazot, c'est quoi la puissance privée? C'est que, Mimontazot, voilà, que c'est dit, monsieur Vuillet, qui est le PDG, il dit aucune. Bordeaux a pris une décision, il dit aucune incidence sur la poursuite du projet. Monsieur Annette, allez, prenez vos billes, dégagez, circulez. Voilà ce que c'est que la puissance privée. Et la ZAC Beauséjour, il y a eu exactement la même dans l'Ouest. La ZAC Portail, c'est exactement la même chose. Mais dans l'Ouest, personne n'a fait de recours. OK? Moi, j'ai fait un recours, mais ça n'a rien changé. Mais quand même, moi, j'ai un recours. Je me suis rapproché de Transparency International qui a porté plainte. Et il y a un recours à l'instruction au PNF. Troisième exemple. Maintenant, 4 mais fini avec ça. Troisième exemple. On doit faire une zone d'activité à Gillot, derrière Gillot. Ça fait... Depuis le SAR 95, j'en parle systématiquement. SAR 95, on est en 2025, 30 ans, il n'y a rien. Pourquoi? Parce que Jean-Louis Lagourgue ne veut pas. Parce que si on fait une zone d'activité, le prix du foncier coûtera beaucoup moins cher que s'il fait un lotissement. Et il interdit tout, il bloque tout. On me donne la parole, vous savez, le GIR, je ne suis pas actionnaire au GIR, moi. Et ils m'ont donné la parole parce que ça fait 10 ans, 15 ans que je me bats contre ça. Et qui décide? C'est le propriétaire foncier qui est la famille Payette, qui est un grand propriétaire. Famille Payette et Lagourgue, c'est les mêmes familles. OK, tout du parc, toute la rivière des Pluies leur appartient. Et bien sûr que M. Payette était l'ancien président pendant 20 ans du Conseil général, puis c'est son Jean, Pierre Lagourgue, pendant 20 ans. Et c'est eux qui font l'aménagement du territoire, et je ne veux pas que ça se poursuive. Comme ça, nous avons besoin de la Réunion, nous avons besoin de travail, nous avons besoin de la case, nous avons besoin de travail. La zone d'activité, il y a où 4 à 5 000 emplois. Et l'emploi, là, pas l'emploi subalterne, pour votre enfant, Bac+5, ingénieur, technicien, mais il ne fait pas. Il ne fait pas depuis. Je dirais que nous avons besoin d'être entendus à la Réunion, en fait. Et cette séquence est très intéressante. Et finit un dernier exemple. La zone d'activité, moi, mes batailles, tout le temps, 5 000 emplois, à quoi ça sert? Et ça, c'est juste en face à Cannes, bien vite arrivé à depuis.
Ok, mais il connaît ça depuis Mollay-Marmande. Il fait pas rien. Alors là, en 2019, il y a même le journal, 2019, Kossa Lagor, il veut pas de la zone d'activité en Missouk, il veut vendre 55 hectares à un promoteur immobilier qui est le groupe Opal. Ok, là on est le 23 août. Kossa Opal il dit, ok, on va acheter ça, c'est super, on va faire de l'activité, mais c'est privé, c'est plus public, ni logement ni commerce. Ok, il voit ça, il dit l'affaire n'est pas bonne. On est le 23 août. Le 26 août, 3 jours après, ou le 28 août, quand l'affaire est bien avancée, c'est passé au conseil municipal, qu'est-ce qu'il dit? On va faire 600 logements. Il dit, la première fois, il dit oui, mais les documents, le SAR, le SCOT ne le permettent pas. Et là, il dit, on va modifier le SCOT, on va modifier le SAR. Et il dit, là, on va faire des logements. On va en faire 600, un peu plus ou un peu moins. Vous voyez comme quoi, et j'en finis avec ça, vous voyez comme quoi ce n'est pas la puissance publique. Il y a une telle pression. Il y a un lobbying. Il y a un lobbying très fort. Et quand, là, dans ce journal, le groupe Opal dit, la zone d'activité, comme c'était conçu, c'est pas bon. Maintenant, c'est pas assez moderne. Il faut maintenant de la mixité fonctionnelle. On est en 2019. Mixité fonctionnelle. Monsieur Tanguy, PDG. Dans le plus de Sainte-Marie qu'on a voté il y a un mois, il y a 2 mois, j'ai fait un recours au préfet, alors que cette zone d'activité a donné lieu, regardez ce document, à ce qu'on appelle les ateliers du territoire. C'est le préfet qui les a conduits avec tous les acteurs privés et publics de la Réunion. Ils disent, oui, cette plaine de Gillot, c'est la vitrine de la Réunion. C'est notre porte d'entrée. On doit être capable avec ça conquérir tout le bassin océan Indien. Voilà l'emploi pour nos gens qualifiés. Et bien ça se termine, mi fini. Voilà sur le plus, mi fini. Sur le PAVR, pôle d'activité à vocation régionale, il y a une ligne et demie, et qu'écrit monsieur le maire? Il écrit potentiellement prévoit à terme l'aménagement de la plaine de Gillot dans une logique de mixité fonctionnelle. Et oui, les 4 ou 5 exemples qui viennent d'être dits illustrent quelque chose de très important parce qu'en effet, c'est reproductif sur toute l'île, je pense, pas que à Sainte-Marie. Oui, tout à fait. Et ça montre les rapports de force qui gèrent le SAR. En fait, c'est pas une affaire de scientifiques, le SAR, c'est pas une affaire de climatologues. C'est une affaire de gros bras. C'est une affaire de gros bras. Voilà. C'est là, comme M. Barbarini dit, l'urgence climatique, il y a l'urgence climatique comme à Paris, comme aux États-Unis, en face. Il y a les intérêts financiers de quelques-uns. Et je vais défendre la boutique. On sacrifie l'intérêt général du million de Réunionnais. Et Christian, vous avez montré des coupures de journaux. Si Parallèle Sud était imprimé, vous auriez pu en montrer aussi, parce que nous aussi, on en a fait pas mal. Et c'est ça l'important. C'est que vous avez montré d'ailleurs le GIR et le quotidien. On notera qu'il n'y en a plus qu'un. La presse est en difficulté à La Réunion. Et on ne s'en rend pas compte de tout ça, mais ça participe aussi à l'aménagement du territoire, la liberté de la presse. Si on a une presse qui est entre les mains d'hôteliers, par exemple, je dis ça au hasard, elle aura sans doute du mal à pouvoir faire des articles, mais elle pourra faire d'articles sur d'autres trucs. Les journalistes, ils font bien leur travail. Mais d'où l'importance d'avoir une presse indépendante. Et nous, à Parallèle Sud, on a ce petit média associatif qui va titiller les choses parce qu'on ne dépend d'aucun pouvoir politique. Voilà, je termine en disant que ça, il faut se battre. On est obligé il faut que ça se sache. Il faut que ça se sache. La puissance du lobbying, la puissance des grands groupes et les grands propriétaires fonciers à La Réunion, allez, 10 ou 15. Et les groupes, les promoteurs immobiliers, voilà, on fait ça pour qui? Pour les millions de Réunionnais, je suis pas sûr. Moi, si monsieur de Châteauvieux demain dit je vais développer les 3000 hectares qui me restent pour assurer la pérennité de l'île en cas d'événement climatique extrême, je dis bravo monsieur de Châteauvieux. Moi, j'ai rien contre monsieur de Châteauvieux, a priori. Seulement, monsieur de Châteauvieux fait travailler des entreprises. En fait, il sous-traite, il n'est pas trop gestionnaire de son terrain. Il fait travailler des entreprises qui sont là pour optimiser ses revenus. Et ces entreprises, pour optimiser ses revenus, elles ont comme objectif, en partie, de construire une certaine vision de la Réunion, un certain système hôtelier. Le patrimoine foncier détenu par la famille de Châteauvieux, il y en a la moitié en gros qui va finir en construction d'hôtels à destination d'une population de touristes
qui va continuer à arriver, puisque il a été dit par la région récemment que notre objectif maintenant local, c'était d'atteindre 1 million de touristes à l'horizon 2030. On ne sera pas capable de... On est déjà en situation actuelle de pénurie d'eau sur certaines parties du territoire pour les Réunionnais. Et d'un autre côté, on est en train d'encourager une industrie, parce que le tourisme c'est une industrie, qui va encore ponctionner du foncier pour loger une population qui est là ponctuellement sur le territoire, qui va ponctionner aussi de l'eau, qui va ponctionner beaucoup de ressources. Bon, certes, on en a besoin économiquement, mais est-ce qu'aujourd'hui, est-ce qu'on doit continuer à prioriser l'économie sur ce qui est vital pour les Réunionnais, en fait ? Ce que le réchauffement climatique induit comme conséquence, c'est des conséquences vitales. Ce que les scientifiques du GIEC nous disent, c'est que si on ne réagit pas, localement, on risque d'avoir des conflits qui vont entraîner des conflits liés à l'approvisionnement en ressources fondamentales que vont être l'eau et la nourriture, et on finirait par se taper dessus. L'eau, le point... Je termine juste. Oui. Bon, les sujets, il est passionnant, et nous les déborder par le temps. On va reprendre ça après la pause, mais comprend bien la question là. Un petit affaire. L'eau est centrale, c'est sûr. Mais moi, je m'y oppose pas l'économie à l'écologie, à l'environnement, moi. Et nous peut faire ça, mais on oppose pas le logement à l'environnement, pas du tout. On peut tout faire, on est assez grand, c'est intelligent. Concilier. On peut concilier tout ça. Non, vraiment, il faut nous faire une pause. Nous avons bien entendu qu'il y a des rapports de pouvoir, et nous posons la question de le prochain SAR, est-ce qu'il va défendre les intérêts des Réunionnais ou les intérêts des grosses familles. Donc, je propose d'écouter un petit morceau, et nous reprend la discussion sur ce sujet-là juste après. Ne pas écouter Sommet à la rizière, ça c'est le groupe Créolocos, la sortie en 2014. À l'Université de La Réunion, ce sujet de l'aménagement du territoire intéresse. Plus particulièrement, nos jeunes chercheurs questionnent la cohérence de l'organisation spatiale de l'île. Les problématiques de ces recherches doctorales reflètent avec pertinence la réalité vécue par les Réunionnais, des problématiques récurrentes et qui restent cependant parfois 25 ans après la soutenance de la thèse, des problèmes. 21 thèses en ligne traitent de l'aménagement du territoire, menées en géographie, géographie sociale, aménagement de l'espace et urbanisme ou encore génie civil. Ces recherches traitent par exemple des disparités importantes de développement entre les hauts et les bas, entre les côtes ouest et est, de l'explosion rapide et étalée de l'urbanisation, surtout depuis la départementalisation et dans les années 80. Ces recherches interrogent et discutent de la gestion des surfaces à équilibrer entre les différentes activités d'agriculture, d'élevage, du secteur tertiaire et de l'habitat, de la même manière qu'elles se saisissent de la vision adoptée pour l'exploitation de ces surfaces transformées en levier touristique. Dans ces travaux, le souci écologique est lisible déjà en l'an 2000. La stratégie d'aménagement autour du piton de la Fournaise est couplée au développement durable. L'alerte à la dépendance automobile est lancée aussi. Pour autant, du quartier aujourd'hui métamorphosé au pôle d'activité dont certains abordent des technologies de pointe unique dans l'océan Indien, cette alerte du transport en milieu insulaire semble être restée sur le papier, bien au chaud, pour devenir des bouchons plus gratinés qu'un sandwich. Le paysage magnifique intense de la Réunion concourt certainement à ce que ses habitants préservent leur bonne humeur et gardent une pointe d'humour, même sans gambader à la Pointe au sel ou en visitant le musée du sel, un humour qui ne manque pas de sel cependant. Nous pouvons nous demander, outre cette adaptabilité du Réunionnais, si l'île elle-même peut continuer à porter ces problématiques persistantes et contenir ce cadre institutionnel de lois, de normes, d'orientation, d'objectifs, de priorités, de plans et d'horizons lointains, quand bien même ce cadre serait embelli de multitudes de guirlandes de labels et autres certifications. Si nous voyons que les recherches universitaires, dont les recherches doctorales permettent de comprendre les mécanismes de l'aménagement du territoire, le fonctionnement optimal des rouages de l'aménagement du territoire reste conditionné à l'adhésion de ceux qui habitent, travaillent, visitent, admirent, prennent soin du territoire, de son relief, de ses montagnes, de ses plages, de ses forêts, de sa savane. Ceux-là même qui, sans mettre en danger les ressources de l'île par la spoliation et le gaspillage d'espace, échangent avec ceux qui habitent, travaillent, visitent, admirent, prennent soin du territoire.
Vous allez toujours sur Allez dit partout, l'émission de Radio Sud Plus. On nous rappelle à autres que bientôt, dans 20 minutes, nous ouvrons l'antenne aux auditeurs. Nous part essayer de conclure notre émission. Nous là essayer de voir un petit peu les évolutions du SAR. Nous est en train d'essayer de voir un petit peu les enjeux qui est devant nous. Là, nous venons d'entendre Alice quand même la partie du côté de l'université. Nos chercheurs l'ont travaillé tous les longues années, mais elle constate que votre thèse est en train de dormir à l'université. Donc, nous revient sur les enjeux et m'a envie de tourner la main vers Christophe là, pour que lui parle à nous un peu de l'appel, l'alerte des associations que l'a paru dans le Parallèle Sud récemment. Oui, merci Olivier. Effectivement, on est en situation de devoir réagir aujourd'hui. Et on est un groupe de plus en plus constitué qui cherchons à faire peser justement ces connaissances qu'on a localement de cette vulnérabilité. On a des scientifiques, je remercie Alice pour sa chronique, on a des scientifiques qui depuis très longtemps alertent et aujourd'hui de plus en plus ils prennent le courage de parler à voix haute. Et ces scientifiques et des citoyens et des associations environnementales qui m'entourent, enfin avec lesquelles j'agis, on a décidé de ne plus se laisser faire et tellement que pour contrer ces grands phénomènes de lobbying et d'aménagement du territoire qu'on ne choisit pas véritablement, on n'a plus comme ressort que d'aller en contentieux, que d'aller devant le tribunal administratif, parce que ce rouleau compresseur de l'industrie du bâtiment est tellement puissant et tellement dangereux aussi pour notre avenir proche, que nous, on se sent la nécessité d'agir en justice. La lettre qu'on a écrite à tous les élus récemment, elle n'a pas vocation à devenir un contentieux. Elle est au contraire là pour créer un dialogue entre des scientifiques, des associations militantes, des citoyens qui se mobilisent pour faire changer la donne et pour que le schéma qui va sortir, le schéma d'aménagement régional, gagne en intelligence tout ce que les lobbies industriels empêchent. On le sait depuis 2015, les administrations le savent, l'État français laisse faire. Elle laisse se développer un type d'aménagement parce que l'État français priorise l'économie sur le vital encore. Et nous, citoyens, on a décidé de s'élever, de parler à voix haute, de dire à nos élus, on est conscient de la situation, on a besoin de vous en parler. Il y a plein d'éléments qui sont recensés par ce collectif qu'on a envie de communiquer. Et même si la démarche de la caravane du SAR qui a été menée par la région était une démarche qui allait dans le bon sens, cette caravane, elle a malheureusement eu lieu un petit peu trop tôt par rapport à ce que l'État français a reconnu comme état d'urgence. Cette caravane, elle a eu lieu entre 2023 et 2024. Elle était bien pensée, la région est allée à la rencontre de la vie des citoyens, et c'était chouette. Seulement en février de cette année, l'État français a sorti un plan national d'adaptation au changement climatique. Alors ça va être un peu technique. On a tous entendu parler du 1,5 degré à respecter à l'horizon 2100, qui était conséquent à la COP 21 de 2015. Aujourd'hui, l'État français a dit, il n'en est plus question. Aujourd'hui, vu l'état du monde actuel, vu la continuation de production de gaz à effet de serre mondiale, on n'y arrivera pas. Et nous, en métropole, on va devoir s'adapter à un réchauffement de plus 4 degrés à l'horizon 2100. Plus 4 degrés à l'horizon 2100, ça peut être cataclysmique. On en voit déjà les prémices. Il faut savoir qu'aujourd'hui, par rapport au 1,5 degré qui aurait permis normalement de rester sur une situation vivable pour tous, on en est aujourd'hui en 2025 à 1,36 degrés reconnu mondial. On est déjà à 1,36 degrés d'augmentation par rapport à l'ère pré-industrielle. Ça veut dire que ce bilan-là, pour la réunion de cet objectif d'1,5 degré, il est obsolète, il est dépassé, il n'est pas réaliste. Aujourd'hui, ce à quoi doit s'adapter la Réunion, c'est un réchauffement à 2,6 degrés. Et un réchauffement à 2,6 degrés, nos scientifiques qui essayent de communiquer avec les élus, ils sont là pour dire à 2,6 degrés, c'est 99%, 100% de la barrière corallienne qui disparaît. Si la barrière corallienne disparaît, c'est 10% du littoral qui n'est plus protégé. 10% du littoral qui couvre près de 30% de la population.
S'il n'y a plus de corail, il y a submersion du littoral et il y a perte d'eau potable, il y a perte de l'habitat, érosion. Tout ça, ça doit être intégré d'urgence dans le schéma d'aménagement de 2050. Sinon, ça veut dire malheureusement que nos élus, ils vont se rendre responsables de la vulnérabilité accentuée. Et s'ils se rendent responsables, alors que là, nous, on est là pour leur dire, mais non, le diagnostic, il est plus grave que ça. L'État français nous dit pas assez. Il commence à communiquer, mais c'est vraiment à demi-mot. L'État français est responsable, il est même coupable de silence depuis février 2022. Et ça, j'ai pas peur de le dire. L'État français se rend coupable de mise en danger de la population réunionnaise. Il s'est rendu coupable de la mise en situation de mort pour la population mahoraise. Si Chido a causé autant d'états sur Mayotte, c'est à cause de l'inaction de l'État depuis 2022. Nous, on ne se laissera pas faire. Et on est là pour communiquer cette urgence à nos élus. Il faut vraiment que ce diagnostic soit intégré le plus tôt possible à ce schéma d'aménagement et à tous les autres. Oui, je voudrais apporter quelques précisions. Je suis d'accord sur presque tout ce qu'on a dit là, tout ce qu'on a échangé. Mais d'abord, je voudrais dire que le SAR n'est pas fait pour les gros. Le SAR est fait sur la carte du SAR. Les terrains appartenant aux gens que vous avez évoqués ne sont pas mis en zone constructible. Si ce sont des terrains agricoles, c'est mis en zone de protection forte agricole. Après, effectivement, comme ça a été dit par Christian et par les autres, ça repasse en conseil municipal. On demande une révision du PLU, on demande une révision du SAR, et là, c'est au niveau du maire que la question se pose, pas obligatoirement question du SAR. Et nous-mêmes, j'ai pas les statistiques, mais je peux vous les dire. On a un service spécial à la région qui suit les demandes de déclassement envoyées par les maires pour réviser le SAR ou avoir des autorisations de bâtir. Et je dois vous dire que au moins 98 fois sur 100, c'est refusé. Mais j'ai pas les statistiques, hein, donc donc c'est pas fait pour le SAR est fait avec, je pense, des intentions vertueuses. Maintenant, sur le point qui a été soulevé au niveau du réchauffement climatique, la prise en compte du réchauffement climatique dans le SAR, c'est non seulement, évidemment, ça va de soi, c'est une obligation, mais c'est même une obligation juridique, puisque l'article L, je veux passer du Code général des collectivités territoriales, dit le SAR intègre un chapitre individualisé fixant les orientations permettant d'atténuer le changement climatique, de s'y adapter et de prévenir et de réduire la pollution atmosphérique. Et on a mobilisé tous ceux qui travaillent dans ce domaine, y compris l'université, l'ADEME, l'ADEAL, enfin tout le monde, l'Observatoire du littoral, pour travailler sur ce sujet. Et je peux vous le laisser d'ailleurs, ce document, qui est un document interne de travail, c'est juste pour aider à la décision. Donc il y a toutes les évolutions de température à court terme, à long terme, le nombre de chaleur, le nombre de jours, etc. Et toutes les conséquences ensuite sur les écosystèmes. Hein. Donc, est-ce que vous m'autorisez à vous interrompre un instant? Oui, je vous en prie. Sur la feuille que vous venez de passer ici, c'est la synthèse faite par le CNRS. Oui. Et je vous invite à regarder ce qui sort des événements cycloniques. Oui. Et ce qui sort des inondations. Regardez les conséquences. Oui, non, mais on est tous d'accord. Vous observerez qu'il n'y a pas de flèches. Il n'y a pas de flèches qui sortent. Alors, je suis désolé pour les auditeurs, c'est de la radio. Mais par ici, vous avez les conséquences au niveau de la Réunion sur les précipitations. Pour l'instant, ce sont des documents de travail. Et comme vous dites vous-même, ce sont des choses qui avaient été... ça fait longtemps qu'on prend conscience du réchauffement climatique, mais effectivement, depuis 2022, les choses se sont un petit peu accélérées. Ce que je veux dire par là, c'est que on prend bien en compte, je veux dire, on n'est pas... on prend bien en compte j'allais dire, le souci citoyen. Concernant maintenant
la participation citoyenne à la réalisation du SAR. Il y a eu effectivement les saravanes, comme on les appelait, à 2 reprises, passées dans les communes, mais il y a aussi la convention citoyenne. Oui, nous parle de ça après M. Bertil. Il fait tourner la parole à Aurélie, après M. Annette, et après nous va revenir sur la convention citoyenne. Alors je rebondis sur les documents qui nous ont été présentés. On parle, alors c'est super, hein, il y a des documents de partout. Je le disais tout à l'heure, le problème c'est que je ne suis pas sûre que le monde de la Réunion il connaît où ça il est. Nous n'en à la Réunion, quand quelqu'un il veut prendre conscience du sujet, nous n'en a un tas d'outils. Alors, faut pas croire qu'on n'a pas rien. Moi, je connais un outil qui s'appelle risquenaturel.re qui permet à moi de pointer ma case et de savoir quel baisement est à côté de moi. Donc, quand il voit à côté de ma case un mur moelleux en train de construire à côté d'un source, moi, il est déjà en train de dire à moi, pourquoi lui construis-tu là si un baisement cyclone, l'eau arrive dans ma cour. Donc, tout en fait nous peut déjà, à notre petite échelle, regarder que ça n'est pas autour de nous et pouvoir justement mieux comprendre ce schéma d'aménagement du territoire qui, à mon sens, et là c'est peut-être mon côté très passionné qui s'est parlé, il manque aussi ce gros volet environnemental. Alors les cieux qu'il faut nous manger, les cieux qu'il faut les terres agricoles, faut nous plantes, faut nous manger, faut la case. Mais nous avons aussi une grosse perte de biodiversité qu'il faut prendre en compte et revoir aussi que ça nous plante. Est-ce que planter dans un rond-point, un pied de bain joint, ou replante en forêt, c'est peut-être pas mieux. Est-ce que nous ne peut pas refaire des forêts urbaines? Il y a tant beaucoup de projets de forêts urbaines, pieds de bois, etc. Il faut aussi que nous réfléchissions à que ça nous plante demain, en alimenter assez hâte, mais aussi pour restaurer toute cette biodiversité que nous la perdons. Donc voilà. Ok, merci. Voilà, moi je veux dire quand même que moi je suis pas tout à fait d'accord avec Monsieur Bertil, parce que quand il dit que le SAR il occupe des citoyens, mais il trouve que le SAR il occupe pas assez des citoyens et un peu trop, on l'a fait dire, des gros propriétaires fonciers. Et moi des preuves comme ça, moi on en a un bon paquet. Et il voudrait, c'est un point de divergence chez nous, nous on est dans la majorité, mais c'est un point de divergence. Et il peut pas laisser dire ça. Un mot. Sur d'ici 2050, nous l'a prévu, le SAR nous prévoit de déclasser, donc de consommer 3600 hectares. Nous viennent faire les états généraux de la canne, il faut protéger le foncier agricole, et là nous planifie quand même 3600 hectares de consommation. Mais pour moi, ce chiffre est surdimensionné. Vous n'êtes pas d'accord, mais je pense que nous pouvons faire mieux dans le développement, parce que si on consomme moins, ce n'est pas un frein au développement, mais c'est une condition de notre résilience. Voilà ce que ça veut dire. Justement, ne pas évoquer un petit peu la place de bons citoyens là-dedans. Et pour commencer cette séquence, et avant, dans presque 5 minutes, nous pas ouvrir l'antenne au public. Donc, pour parler un peu de la place des citoyens là-dedans, nous accueillons autour de la table M. Jean-Marc Razé, et lui pas faire un petit causé à ce sujet. Jean-Marc, à vous. Oui, écoutez, on voit bien qu'avec cette émission, l'équation est vraiment très difficile. Elle est posée, il y a quelques termes qui sont posés, mais les inconnus restent inconnus. Sur une si belle et si petite île, dans ce qui est encore un petit paradis, on projette plus d'1 million d'habitants à l'horizon 2050 et on devine la part grandissante des Gramounes. 25% de la population de plus de 60 ans et 1/8 de plus de 75 ans, avec une espérance de vie toujours en augmentation. Autre terme de l'équation, la nécessité de sortir plus d'1 tiers de la population de la pauvreté et de les conduire vers un épanouissement. Et s'entendre évidemment sur ce que veut dire le mot épanouissement. Et aussi la nécessité d'équilibrer à tous les points de vue le développement des micro-régions, notamment l'Est, et de s'entendre sur ce que veut dire le mot développement. Le tout dans un contexte de bouleversement climatique et de tensions du moment, plus guerrière que géopolitique. On se souvient de l'incidence du bateau coincé dans le canal de Suez sur nos importations de pâtes. Ceci impose de tourner nos moyens de production vers plus de production locale, visant plus d'autonomie alimentaire, énergétique, tout en respectant la terre, source de vie. Il faut se féliciter de l'effort de communication et de participation engagé sur ce SAR, même si la couverture médiatique est jugée courte et la participation limitée à 31 jours. Mais est-ce suffisant ? J'habite un petit hameau dans l'est de l'île et je me suis livré à un petit sondage qui n'a pas le degré de précision ni la vérité des sondages institutionnels. Sur une vingtaine de personnes rencontrées et interrogées, une seule personne a pu me dire ce qu'était le SAR et à quoi il pouvait servir.
Il faut se féliciter pour la mise en place de cette fameuse convention citoyenne qui montre que nous, citoyens, sommes capables de faire des propositions, somme toute, frappées de bon sens. Mais est-ce suffisant ? C'est un point important. Si nous voulons que notre société reste un modèle de vivre ensemble, il faut que la parole, lorsqu'elle est sollicitée, soit respectée, à égalité de celle des experts et de celle des élus. Je me contente de rapporter le vœu des 60 citoyens qui ont eu la chance de s'exprimer. Nous les adressons, donc ces 41 propositions, nous les adressons à nos décideurs politiques en insistant pour qu'elles soient respectées et utilisées efficacement dans les futures décisions en matière d'aménagement pour le bien-être des habitants de notre territoire. Elle est vraiment difficile, cette équation. Mais pour la résoudre, je connais une intelligence plus performante que les IA. Ce sont 890 000 processeurs de 100 milliards de transistors par unité de calcul. C'est la réunion avec les cerveaux des 890 000 habitants actuels. C'est la voix des citoyens c'est la voix des citoyennes et citoyens réunionnais qui peut résonner avec force et clarté, et nous sommes capables de nous mobiliser pour répondre aux enjeux les plus pressants de notre temps. Merci Jean-Marc. Non, mais Jean-Marc, il soulève une question essentielle, mais il trouve dans l'importance du SAR et des enjeux, c'est la question qui décide. Donc, parce que nous avons bien vu là, qu'on est en train après 1h30 de démission, on a bien senti que c'est un projet de société qui porte à la Réunion. Pour moi, les mêmes niveaux qu'une élection régionale, qu'une élection départementale, c'est vraiment là le projet de la Réunion. Donc, qui décide ? Donc, nous sommes contents déjà que la démarche, la Convention citoyenne a été mise en place par la région, parce que les citoyens l'ont pu parler de ça. Mais il n'empêche que la relevée de la Convention citoyenne, ça Jean-Marc il venait de dire, c'est que la Convention citoyenne il estime que pour le SAR 2011, on n'a pas eu de concertation large, pas de dialogue direct, pas d'instance de suivi, et que ils sont dépossédés, une dépossession démocratique, qui a pu décider des choses importantes dans la vie. Mais bon, la convention l'a pas dit que ça. La convention l'a aussi proposé, donc l'a proposé comme on l'a dit, l'a fait des propositions. Et entre autres, sur la partie démocratique, il a proposé des outils, la création d'une instance citoyenne de suivi, l'organisation de consultations locales, systématiques, des outils pour mieux informer, etc. Monsieur Béatil, il voit que vous avez envie de réagir à cette partie. Oui, puisque vous l'avez dit ce que moi l'a dit. En fait, là, il y a eu la convention citoyenne, 60 citoyens tirés au sort, plus 12 suppléants qui sont réunis en 3 assemblées plénières, qui ont fait 12 ateliers, qui ont travaillé dans les micro-régions de la Réunion, le Nord, l'Est, le Sud et l'Ouest, et qui ont effectivement rendu un rapport que je vais d'ailleurs remettre à nos amis de la société civile. Très intéressant. Et on a été bien d'accord lors du rendu que l'instance, parce que la Convention citoyenne, les gens disaient, ouais, mais nous l'a travaillé, etc. Maintenant, ne veut rester dans le coup, en fait. Et nous l'a dit, d'accord, et c'est ce que vous l'avez dit à la fin de votre intervention, on aura un conseil citoyen qui peut être élargi, et je dis aux membres des associations, si un jour ils veulent qu'on échange, qu'il y ait une réunion de travail avec les autorités du SAR et les associations que vous représentez, il n'y a pas de problème. Et je vous remets d'ailleurs les 71 propositions citoyennes pour qu'on mixe tout ce que veut la société civile, puisque je comprends que les 60 citoyens tirés au sort de la Convention citoyenne ne représentent pas l'ensemble de la société civile. Monsieur Bertil, je vous remercie sincèrement de votre invitation et je serai prêt à en prendre acte dès que vous voudrez. D'accord. Alors, on y rajoute juste un petit affaire parce qu'on nous parle souvent de groupements de citoyens, etc. Une parole qui est importante aussi, c'est la parole bonne marmaille. Parce qu'en fait, à nous là, nous a fini, nous là. Nous, sans tarder, voilà, nous reste notre case et tout, mais les autres, ils s'en récupèrent ça derrière. Donc, voilà, importance pour bonne marmaille. Monsieur Annette, un dernier petit mot. Un dernier petit mot. Nous l'avons oublié de dire quand même que le SAR, c'est un projet politique, mais qui concerne les habitants. En 2046, un siècle après la départementalisation, est-ce que nous, les 1 million d'habitants, que l'émanciper, que nous vivons sur un terrain résilient avec un développement soutenable, inclusif? C'est ça le but du SAR. C'est pas, nous cause Lausanne parce que ça a été transformé, tout le monde l'a focalisé là-dessus. Mais c'est bien un projet de développement humain pour le 1 million de Réunionnais. C'est ça l'objectif du SAR. C'est pour ça que nous bataillons, nous militons. Moi, je milite pour ça.
Bon, merci beaucoup du débat. Elle était très riche. Je propose Azote ouvre un peu l'antenne aux auditeurs. Si on a des réactions, des questions, nous les prêtons beaucoup Azote. N'hésite pas à appeler. Oui, allô, bonjour, bienvenue sur Allez-y partout. Nous accueillons les auditeurs. Bonjour. Oui, allô, bonjour, c'est TYP du comité Panga. Ah, comment il est elle est là, merci. Mais connais pas trop le temps pour laisser de monde causer, donc mais ça allait au plus vite, mais en tout cas, merci à Radio Sud Plus et à Parallèle Sud d'organiser cette émission, Allez-y partout. Et puis, mais réagit directement sur le SAR en général, hein. Dans un premier temps, moi, l'a bien écouté et moi, l'a vu que on a des soucis entre les intérêts publics et les intérêts privés. Ça nous peut tout à fait comprendre. Et que l'on a aussi une mise en compétition entre l'écologie et l'économie. Moi, je crois que ça, c'est une erreur, parce que l'économie et l'écologie ne devraient travailler à ce que ça, ils travaillent ensemble. C'est-à-dire qu'il faut revoir la nature du tourisme que nous souhaitons recevoir, et il faut bien comprendre aussi que nous l'a pas tellement parlé de ça, ou en tout cas, moi, l'a pas trop entendu, la question, à part dans le petit, à un moment, on avait un petit passage où ça doit être la parole de ça, mais nous l'a pas beaucoup parlé de ce qui était les transports en commun par rapport à la dépendance automobile. Et en fin de compte, ça, il fait partie du schéma d'aménagement régional. Il est vraiment important que s'il n'a point de calendrier, n'a point de mesures restrictives ou coercitives pour que le transport en commun est développé, nous sera d'un commun circulatoire. Là, parle à nous de 1 million d'habitants, voire de 1 million de touristes. Mais là, nous, à 2 millions sur la Réunion, déjà, nous les pleins, entre guillemets, en matière de l'auto, nous gagnons déjà pu circuler. Donc, il pose problème. S'il n'a point de calendrier, ni de mesures restrictives, mais je pense que le SAR a un côté un peu, c'est un souhait, c'est des préconisations, c'est de l'observation, c'est de la prévision, mais il n'a point de réalité concrète. Si jamais c'est le PLU et le SCOT, le PLU, plan local d'urbanisme, et le SCOT, schéma de cohérence territoriale, qui va définir, que ça les définit en dehors des gens qu'il définit le SAR. Donc, en fait, finalement, le SAR, c'est un peu pieux. Il est bien, il est gentil, mais il met pas en place les choses. Parce que si m'y comprend bien ce que l'est écrit dans le SAR, il a besoin de 6 000 hectares supplémentaires en espace agricole pour l'autonomie alimentaire à l'horizon 2030. Bon, nous en 2025, l'autonomie alimentaire en 2030, nous l'est pas convaincu et n'a aucune réserve foncière qui a été créée ou proposée dans le SAR actuel. Par ailleurs, je vois qu'il considère un peu Nuclil comme un espace territorial continental. C'est-à-dire que nous l'a parlé que de l'exploitation de la terre, et il parle d'ailleurs, il trouve ça un peu dommage d'exploitation, mais il parle pas des ressources marines que les sous-valoriser. C'est-à-dire que normalement, dans le littoral, nous avons un schéma de mise en valeur de la mer qu'il doit valoriser le domaine marin et permettre notamment pour l'énergie renouvelable, etc. Et tout ça n'est pas très évoqué parce que si nous mettons de l'éolien sur de l'agricole, il pose problème aussi. Donc voilà, il y a plein de choses que je trouve que les intéressants dans le SAR, mais il manque d'aspects de calage opérationnel, il manque de mesures contraignantes, il manque de zonage clair pour l'aspect maritime et l'aquaculture, et il manque d'arbitrage foncier parce qu'à un moment, bien sûr que les privés en ont l'intérêt et que les gens qui en ont la propriété, les responsables de ce que ça possède. Oui, mais d'un autre côté, on a bien compris on a des habitants sur la Réunion. Question, m'y pense. Il faudrait faire une émission entière pour répondre vraiment à toute votre question. Mais nous laisse les invités réagir, mais remercie à vous de coup de fil. Alors, merci beaucoup. On va peut-être laisser Franck parler avant, et il sera rapide, t'inquiète pas. Moi, c'est pas long à chaque fois. Mais juste, il m'a fait... Faudrait peut-être baisser la radio. Il m'a fait penser à un élément, c'est le cœur d'Éden au-dessus de l'Ermitage. Et dans l'un des avis de la réserve marine, la directrice expliquait que vous êtes bien gentil, vous allez construire des hôtels, vous allez évidemment artificialiser les sols, il va y avoir plus d'eau qui va tomber dans le lagon, et il n'y aura plus de récifs coralliens, donc les touristes, ils viendront pas.
Alors, merci beaucoup, monsieur l'auditeur. Hein, mais on n'a pas retenu votre prénom, excusez-moi. Oui, alors le temps, les cours, ici, nous, dans des débats passionnés, m'y rejoint aussi sur plusieurs choses. Il est vrai que nous, on a tendance à voir la situation de la Réunion d'un point de vue continental, alors que moi, l'a dit en début d'émission, nous, c'est un territoire insulaire. Nous n'est pas forcément très tourné vers la mer, et c'est des choses peut-être à revoir. Moi, m'y connais très bien tout ce qui concerne l'aquaculture, notamment les énergies marines, hein, qui méritent d'être développées. Nous, on peut parler de géothermie aussi. Il va falloir à un moment mettre le sujet aussi sur le tapis, c'est-à-dire cette autonomie énergétique aussi. L'autonomie alimentaire, nous on a l'habitude de planter dans la terre, manioc, patates, etc. Nous oublions aussi qu'on a des solutions alternatives comme l'aquaponie. Et pour revenir sur la mobilité, m'y donne un chiffre, c'est 10 km de bouchons de plus par an. Moi qui habite dans le sud, il fatigue à moins de Mont-Saint-Denis. Il faut que nous revoions aussi nos façons de bouger. Est-ce que nous l'objet de bouger en loto? Est-ce que nous ne pouvons pas revoir aussi les axes routiers? Un point sur lequel m'y permettent à moi d'intégrer dans le schéma d'aménagement. Alors, on nous parle de route, on nous parle de cases, notre façon de travailler. Est-ce qu'il est nécessaire aujourd'hui que tout salarié est dans le siège de son entreprise? Est-ce qu'on ne peut pas revoir aussi les méthodes de travail? Alors, m'y connaît un tas de patrons, ils regardent les autres salariés pour voir s'ils travaillent vraiment. Moi, personnellement, il en télétravail tous les jours. Il arrange à moi, mais il bouge quand il a besoin de bouger. Mais au moins, il ne contribue pas aux 10 km de bouchons qui fatiguent ma tête tous les ans. Une dernière réaction avant nous prendre le prochain auditeur? Concernant le SAR, bonjour monsieur, merci pour votre question. Et concernant les mobilités, le SAR que nous sommes en train de réviser, il planifie bien tout autour de l'île le foncier nécessaire pour faire un TCSP. Aujourd'hui, il va faire le bus et demain le rail. Mais ça a été pris clairement en compte. Voilà monsieur. Nous prenons un nouvel appel. On va voir s'il y a quelqu'un. Bonjour. Pas personne. Nous pouvons continuer à enchaîner sur justement. Ça t'intéresse à moi, ça. Tu vois bien que derrière, nous sommes en train de questionner le mode de vie des Réunionnais, nos habitudes, comment nous pas travailler, comment on nous déplace, et tout ça, c'est vraiment nous sort des questions techniques en fait. Hein, comment nous mettre sur la table notre mode de vie, comment est-ce que nous questionnons ça et comment est-ce que nous embarquons bonnes Réunionnais dans cette question-là, quoi. Nous voit que, par exemple, on est en train de penser à une élection municipale, le taux d'abstention, alors que c'est des sujets, comment est-ce que nous pas habiter l'île de la Réunion demain? Si on peut dire deux mots sur le mode d'habiter, nous l'avons causé tout à l'heure, case à terre, case en l'air, c'est un vieux débat. Mais aujourd'hui, m'y pense que nous peut habiter, nous gagnons pas étal à nous. M'a fait dire, nous peut avoir inventé ce mode d'habiter avec des petits collectifs, mais on a tout cet IFO en bas de l'immeuble. Il fait un petit immeuble, un parc de jeux pour la maman, il y a des parcs, il y a des jardins, il y a des salles, il y a des jardins collectifs, tout ça là nous peut inventer, là pas moi l'élu, mais le monde associatif, les citoyens nous peut inventer ça. Et c'est pas seulement, aujourd'hui on a un mensonge de beaucoup d'élus. Il fait peur à nous, c'est un chiffon rouge. Comme ça, il dit, attention, le SAL, ça fait 100 logements à l'hectare. Mais ça, c'est pour faire peur à nous. Personne n'a jamais dit 100 logements à l'hectare. Ça, c'est une grosse bêtise. Si tu donnes à 2-3 chiffres de la densité réelle aujourd'hui, je serais étonné. Saint-Pierre, qui est l'emplacement le plus dense du sud, Saint-Pierre aujourd'hui au centre, c'est 57 logements à l'hectare. Donc on est loin. Et il dit ça parce que le maire Saint-Pierre lui-même dit oui, quel est notre mode d'habiter demain? Est-ce que les Réunionnais sont prêts à accepter ça? C'est 57. Et dans le plus de Saint-Pierre, la possibilité, c'est d'aller jusqu'à 169 logements. Donc faut pas de moins de faire peur les autres concitoyens avec le SAR 5. C'est des bêtises. Si m'y prend maintenant une zone rurale, si m'y prend l'entre-deux, aujourd'hui c'est 14 logements à l'hectare et le plus de l'entre-deux prévoit 112. Le plus de l'entre-deux, c'est des chiffres. D'accord? Donc, faut pas faire peur les gens. On va faire des grands bars comme si vous sortez au Roissy ou à Paris, des grands bars d'immeubles, des tours. C'est pas du tout ça, c'est faire peur à la population et ça n'est pas bon. Notre mode d'habiter, nous pouvons avoir un mode d'habiter adapté de notre mode traditionnel, bien sûr. Nous, la case, nous avons besoin d'un varang. Donc, effet de logement social, n'a pas un varang, n'est pas bon. Nous avons besoin d'un varang, nous. Même si c'est R+2. Et il suffit que cet habitat l'ait intégré, là, pas moi, il dit ça, intégré dans le paysage, là, comme ça, sur le balcon, moi, il est un peu surpris, il n'est pas trop intégré. Hein? Mais ça se travaille avec les architectes, avec tout le monde.
Et nous, les capables de faire ça. Il faut nous faire ça, nous n'avons plus le choix. Si nous ne fait pas ça, mais dire ça à tout le monde, ben notre bon petit-enfant demain va crier avec nous, va dire, mais je te connais, ça, il te pose problème. Pourquoi je te l'ai fait? C'est ça. Notre petit-enfant va dire, pas notre enfant, notre petit-enfant. Parce que nous n'étions pas capables de prendre des décisions courageuses pour faire plaisir à 2-3 mères, que dans la pression aux élections arrivent, mais connais moi. Ah ben, ma déclaration souterrain, non, la point ça là. Pensons au long terme un peu. Faut pas sacrifier le long terme sur des petits intérêts. Notre petits-enfants, me disent, bonnes enfants, ils nés aujourd'hui, là, 2025, en 2050, on aura 25 ans, que ça veut dire nous. À cause de mettre béton partout, pour faire plaisir, qui ça. C'est déjà le cas, hein. Et oui, mais ça sera cas, pire. Okay. Et comme si ces enfants qui naissent aujourd'hui, dans 25 ans, on n'a point d'idée pour le développement, pour avoir leur projet. Là, pas nous, grand monde, enfin, grand monde, 2, 3, là, pas moi, la zone. Qui ça décidé pour les jeunes qui naissent ou qui ont 10 ans aujourd'hui. Ça, c'est pas acceptable. Donc, il faut nous tenir. Pardon, il faut nous militer, il faut nous batailler. Oui, nous va militer même, mais là, en attendant, nous prend un appel. Donc, bonjour. Oui, bonjour. Alors, moi, je suis Anouk, je vous appelle de Saint-Pierre. Et voilà, déjà, je voulais dire, super, hein, c'est très intéressant, je trouve le débat dense, respectueux, voilà, donc bravo à vous tous. Mais plus je vous écoute, plus je suis inquiète. Je l'étais déjà un peu, je suis inquiète pour les marmailles, les coraux, les oiseaux, l'eau. Voilà, j'ai peur que tout ça étouffe dans le béton. Je crois que plus je vous écoute, plus je suis anxieuse. Donc voilà, j'entends bien qu'il y a des choses qui se mettent en place, hein, qu'il y a des citoyens qui se mobilisent, qu'il y a une école d'architecture peut-être prometteuse, mais j'entends aussi qu'il y a des pressions énormes, que voilà, que tout est lent et difficile. Donc avant de finir l'émission, moi j'aimerais avoir quelques raisons concrètes. Je voudrais avoir, si c'est possible, un petit peu d'espoir. Voilà, c'est ce que j'attends de vous, si c'est possible. Merci. Oui, l'avenir, il faut toujours y croire et il faut se battre pour qu'il soit acceptable pour tout le monde. La Réunion, comme ça a été dit tout à l'heure dans le débat, va avoir sa population qui va plafonner à 1 million 25 000 habitants à partir de 2050-2055. Et après, la population devrait commencer à décroître. Bon, le corollaire, c'est effectivement le vieillissement de la population. Mais ce que je veux dire par là, c'est que par rapport à la départementalisation d'il y a 80 ans, bientôt, on est passé de 250 000 habitants à 900 000 habitants. Actuellement, on est 900 000 habitants, on était 895 000 au 1er janvier de l'année dernière, de cette année. Donc, on va vers les 900 000 rond cette année. Et donc, il reste 100 000 habitants à absorber. Et contrairement à ce que l'on dit, c'est aussi des raisons d'espérer, l'artificialisation à La Réunion n'est pas fondamentalement plus importante qu'en France métropolitaine, qui est pourtant une très vaste une très vaste étendue. À La Réunion, c'est 11 à 12% les surfaces urbanisées. En France, c'est autour de 9-10. Donc, on est à peu près dans les mêmes eaux. Concernant les densités de population, effectivement, comme avait dit Christian, il y a des gens qui disent 100 hectares, 100 logements hectares bientôt. Non, on a 30 000 ou 32 000 zones tâches urbaines à La Réunion. Si vous divisez par les 350, 400 000 logements que l'on a, ça fait du 14, du 15 logements hectares en moyenne. Donc, et ce qu'on prévoit comme densification jusqu'en 2050, nous fera passer à 17 logements ou 19 logements, 18 logements en moyenne. Donc la situation est, je veux dire, on voit le bout du tunnel. Maintenant, il faut être très vigilant, effectivement, pour toutes les raisons qu'on a dites tout à l'heure, la circulation, la préservation des milieux naturels, l'assainissement des milieux, la répartition de l'eau, etc. Petit message pour Anouk, merci. Message d'espoir, Marmaille, parce que nous les deux une génération où bonne Marmaille, il est pas comme nous ça, quoi. Ils voient une affaire, il marche pas, bonne il fait, à cause il fait de béton là. Moi, on a de la chance d'évoluer avec mon association depuis 8 ans où nous l'a créé un conseil des enfants. Et ces bonnes enfants, ils décident de ce que nous fait sur notre petit village. Donc, si ils veulent plein de pieds de bois, nous fait les autorisations qu'il faut. Quand nous gagne pas les autorisations, Marmaille débarque la mairie pour demander
des explications. Et nous les dans une génération où m'y connaît très bien Christophe d'ailleurs, où aujourd'hui nous citoyens nous les capables aussi de bloquer des choses, d'empêcher des choses quand nous les pas d'accord. Ils demandent beaucoup de niaque. Ils demandent beaucoup d'énergie, mais ils pensent que nous les suivons une terre ou le volcan ou la forêt, ils donnent à nous toutes pour avancer. Donc, moi, je suis persuadée que la génération de marmailles qui arrive là, encadrée par des réseaux associatifs un petit peu comme nous, que des fois dans la grande bouche, mais nous gagnons à avancer, va permettre en fait de contrecarrer des choses sur lesquelles nous les pas d'accord. Nous accueille un nouvel auditeur, Stéphane. Bonjour Stéphane. Oui, bonjour, merci de prendre mon appel. Écoutez, je vous appelle en tant qu'agriculteur. Mon interrogation, c'est la suivante, c'est à savoir quelle serait la possibilité de faire évoluer les zones APS, que les agriculteurs puissent sur leurs installations, enfin leur terre, pouvoir installer des petites unités de transformation, comme pour pouvoir aussi éventuellement y habiter, tout en étant très conscient de l'importance de la protection environnementale, des ressources hydriques, étant impliqué en tant qu'agriculteur justement dans cette problématique, donc avec bien des règles définies, mais c'est une possibilité de faire évoluer certains fonciers agricoles pour justement pouvoir à la fois peut-être désengorger les problématiques qu'on peut rencontrer sur surface et leur permettre d'évoluer dans leur activité au niveau aussi bien transformation, gardiennage et habitation, tout en étant justement avec des normes et des règles bien définies pour éviter le dépassement de choses inacceptables, quoi. Ok, très bien. On a bien entendu d'autres questions. Est-ce que... Oui. On va y aller. Monsieur, bonjour. Bon, on m'a donné une réponse peut-être qui convient pas tout à fait. Les normes, on a besoin de réguler. Nous viennent faire les états généraux de la canne. Tout le monde, les agriculteurs, tout le monde l'a dit, il faut protéger l'espace foncier. Si aujourd'hui, nous autorise, moi, j'habite sur une commune aussi rurale, Sainte-Marie, il veut construire la case, il veut construire un hangar, il veut construire. Mais plus nous construisons, monsieur, moins que nana de foncier agricole dans le souci de la souveraineté alimentaire, mais connaît aussi bien les problèmes de vol. Ok? Tu veux faire la case sur le terrain parce que le soir, quand ça menace les murs, il vient voler. Mais ce problème-là, il n'est pas nouveau. Mon papa était agriculteur. En 1915, il habite Saint-Benoît-Ville et son l'exploitation de mon grand-père, était à côté Grand Étang. Eh bien, Litsa travaille à 4 heures du matin, mais il y a des fois dans la nuit, il allait avec son frère veiller les champs. C'est une très vieille problématique. Mais moi, personnellement, je dis que entre l'intérêt des agriculteurs, l'intérêt général, tout à l'heure midi, il faut nous batailler pour l'intérêt général, et l'intérêt général, monsieur, même s'il peut avoir des aménagements très très exceptionnels, de toute façon quand on fait une demande, c'est la CDPNAF qui décide. Mais si nous écoute tous les agriculteurs, ça va être difficile. Peut-être que Midiaoul est difficile à entendre, vous n'êtes pas d'accord, mais moi, politiquement, voilà mon point de vue. Il faut à tout prix, monsieur, nous protéger le foncier agricole. On a trop d'attaques partout. Et là, Midiaoul, on a encore 3600 hectares que les prévus à être déclassés d'ici 2050, en 25 ans. On voit, si nous continuons comme ça, tous les engagements des agriculteurs, vendredi dernier, les états généraux, ça tient pas la route. Donc il faut que nous aussi, les élus, nous avons le courage de dire de temps en temps, nous avons le courage, on vient voir le maire dit non, monsieur, il n'est pas possible. Parce que le SAR, il interdit à moi. C'est pour ça que le SAR, il est important pour le maire, parce que le maire, il peut mettre, il dit, là, pas moi, il veut pas. Le SAR, il veut pas. Moi, je l'ai pour que le SAR, protège le foncier agricole. Voilà, monsieur. Nous accueille tout de suite un dernier auditeur et après nous conclure comme ça. Chacun nous fait un petit temps de parole. Nous écoute Séverine. Bonjour Séverine. Bonjour à tous. Déjà, merci bien pour cette émission. Elle est remplie de vérité. Merci bon que ça l'a organisé. Merci aussi bonnes associations l'a regroupé pour entourer. Et moi, j'étais surpris aujourd'hui d'entendre que le SAR est mis en place par des élus, qu'on a une pression immobilière, notamment au Château-Vieux et tout ça. Mais je crois que c'est monsieur Annette avait expliqué ça. Et si je rappelle à moi bien, je crois que madame Bello
encore 5 millions à Châteauvieux. Et m'y pose à moi la question du cause à effet, en fait. Comme quoi, concrètement, toutes les liées. C'est-à-dire, nous n'aura point, et la question est là pour les deux intervenants, Agnès et Bertil, jusqu'à quand nous ça croire que le sang, ça sert à quelque chose? En fait, nous comprenons bien que Nana de la complicité, Nana plein de magouilles, et pour moi, concrètement, tant qu'on n'aura pas des citoyens qui sera capable de contrôler, non pas d'observer et être consultatif, il ne marchera pas, en fait, et que nous va laisser nous l'avenir entre deux mondes, comment monsieur l'a dit ça, que va sacrifier le long terme pour d'autres intérêts personnels. Merci beaucoup. Oui, je remercie Madame pour sa question, mais je voudrais quand même faire quelques petites corrections. Le SAR, c'est un document qui est fait par des institutions qui est la région. C'est un document qui est approuvé par un décret pris en Conseil d'État, donc alors qu'en Corse, le préfet suffit pour approuver ou pas approuver. Nous, il y a une plus grande contrainte pour que ce soit un document qui réponde vraiment à des normes dont parlait Christian Annette tout à l'heure, extrêmement précises. Donc le SAR lui-même est un document qu'on essaye de faire le plus irréprochable possible. Ce qu'en font ensuite les élus, notamment au niveau des SCOT et des intercommunalités et des mairies, c'est une autre question. Concernant l'aide de Châteauvieux, les 5 millions auxquels vous avez fait allusion, c'est une aide qui a été accordée à la SAPMER, qui est une grande société de pêche de la Réunion, qui avait failli autrement partir sous contrôle américain ou autre. Et on avait dit beaucoup dans cette émission que notre économie fout le camp, puisque la canne s'était rehausse, parce que Lidl a pris, les supermarchés c'est martiniquais, etc. Donc c'était une façon de sauvegarder l'ancrage territorial, le patriotisme économique de la Réunion. Maintenant, on a aidé la SAPMER et on a aidé Air Austral. Tout le monde ne voit que ça, mais ce qu'on oublie de dire, c'est qu'on aide aussi 10 000 entreprises par le biais du FEDER et par les aides aux entreprises. Donc voilà, je voulais simplement dire ça en toute amitié à nos auditeurs. Il y avait quand même la question, après ne pas prendre un dernier auditeur, finalement on a encore le temps pour un dernier auditeur, mais reprendre la question de Séverine, parce qu'elle y parle d'un... c'est le bataille de Séverine, hein, m'y connaît un peu. Elle y parle d'un contrôle, d'un suivi citoyen. D'ailleurs que on a bien fait le bilan, on a bien dit tout à l'heure en début d'émission que le SAR est censé être contraignant, mais que il y a des dispositifs, il y a des contournements possibles à différents niveaux. Et elle, une des solutions qu'elle propose, qui est d'ailleurs la même solution que la Convention citoyenne, c'est un contrôle, un suivi citoyen. Et en tant que responsable politique, que tu penses à cette idée-là? L'idée et la mise en œuvre, est-ce qu'elle est possible ou pas? Ça fait partie des recommandations dans la lettre, en fait. On demande à ce que l'embryon de démocratie participative qui était dans la procédure du SAR soit étendu, élargi, et que la voix du citoyen elle soit consultée beaucoup plus fréquemment par voie électronique si c'est possible. Mais ça doit être réfléchi très très vite, parce que là, pour redonner de l'espoir à Anouk aussi, nous on est dans une démarche pour l'instant de dialogue avec les élus. Parce qu'on a envie de leur communiquer ces réalités et qui sont difficiles à entendre, c'est vrai. Mais il faut savoir que si ces élus-là ne réagissent pas à la hauteur de ce qu'est la réalité de la vulnérabilité, alors nous on sera là pour leur rappeler leurs responsabilités, en fait. Les élus sont responsables de la sécurité de la population et de leurs administrés. Monsieur Annette ? C'est un moyen, je termine juste, c'est un moyen pour nous. C'est vrai que ça fait peur d'entendre tout ce qu'on s'est dit. Mais la peur, il faut pas avoir peur de la peur, en fait. La peur, c'est un moteur, c'est un générateur d'énergie. Moi, les premières fois où j'ai lu ces diagnostics-là, et c'est vrai que j'ai pu avoir peur, mais c'est cette peur-là qui m'a donné l'énergie fondamentale pour me lever, pour pas me laisser faire, et pour aller voir mes élus, et pour essayer de communiquer toutes ces réalités, en fait. Moi, je pense, Mirodi tout à l'heure, les élus sont responsables, les citoyens sont responsables, les 900 000 habitants de la Réunion sont responsables. Quand on entend le madame, il dit, est-ce que nous pouvons contrôler les élus? Mais c'est un minimum, les élus ont des comptes à rendre aux citoyens, leurs électeurs, c'est un minimum. Mais encore faut-il que le banc des électeurs, il demande l'élu.
Là, pas seulement conférence de presse, grandes affaires, etc. Non, demande pourquoi elle a fait ça, pourquoi elle fait ça. Et moi, tout à l'heure, je t'ai dit le rôle des associations, mais m'y compte beaucoup. Moi, m'y fait de la politique depuis 18 ans. Depuis 18 ans, moi, elle est un élu de l'opposition à cette moyenne. M'y continuer, bataille, avec la même énergie. Et mis à l'air le préfet. Il y a les élus, mais il y a aussi l'État. Il y a toutes ces institutions qu'on appelle les institutions de contrôle. On a l'État. Contrôle de la légalité, contrôle budgétaire, la direction des finances, la justice, tout ça là. Et Mediazoc, mais moi aussi, moi, l'un élu, Mediazoc, mais que ça, je vais attendre pour bouger. Et ça, m'y appelle ça, l'État, il fait pas non plus son travail. Mais que les élus rendent compte aux citoyens, c'est un minimum qu'on a à faire. Et il faut pas attendre après le SAR, nous, en train de faire le SAR. Eh bien, les élus, au lieu de faire pression sur notre bonne mère, pour y déclasse terrain, les élus, là, quand demande le maire, protège notre territoire. Quand bonnes inondations va arriver, prochain cyclone, là. Auquel nous connaît, tout le monde y connaît. Madame Sébrine, elle sait que avec les grandes périodes de sécheresse, le sol devient dur, imperméable. Après, c'est des pluies torrentielles. Quand tout ça, il dévale la pente, quand il arrive dans les bas, qui inondent, c'est des torrents de boue, de galets, etc. Il y aura des morts. C'est sûr. Donc, moi, je veux pas de ça. Que tout le monde se prenne. Nous travaillons pas contre les citoyens. Moi, je suis un élu avec les citoyens, avec le monde, mais ça sur le terrain, mais écoute de monde causer. Et moi, pas peur à personne, mais avec tout le monde. Mais moi, je suis là, effectivement, pour un projet politique, humain. Monsieur Annette, on a bien entendu notre appel à la responsabilité de tout à chacun. Nous allons prendre un dernier appel, s'il vous plaît. Allô ? Allô, oui, vous m'entendez ? Bonjour, on t'entend. Oui, bonjour à tous, c'est Ibrahim à l'appareil. J'appelle, j'ai suivi l'émission là, il y a pas, depuis 10 minutes, 15 minutes, et je me suis senti obligé d'appeler par rapport à plusieurs, je sais pas si c'est plusieurs mensonges, plusieurs incohérences qui ont été dites à l'antenne. La première chose, c'est que la densité en France est pareille qu'à La Réunion. Je crois que c'est M. Bertil qui a dit ça. Bon, déjà c'est une phrase qui ne veut rien dire. Il faut savoir où en France. Si on prend une moyenne entre la Creuse ou Paris et La Réunion, deuxièmement, comment est-ce qu'on calcule la densité ? Parce que je peux vous dire quelque chose, que si on enlève le parc national, si on enlève les terrains agricoles, et on prend le reste des terrains donc qui est disponible pour l'habitation, regardez la densité à laquelle on est. Je crois qu'il n'y a pas plus dans toute la France. Troisième chose, l'artificialisation des sols. J'ai écouté, j'ai entendu, ah oui, il faut faire attention à l'artificialisation des sols. Non mais aujourd'hui, qui fait un compte avec ça ? Qui fait un compte avec, c'est que de l'anarchie dans toutes les constructions. Qui fait un compte avec comment l'eau passe et à quel endroit ? Et je reviens en effet maintenant sur un dernier point, c'est le citoyen doit s'impliquer, doit interpeller l'élu. Je prends mon cas, moi à Saint-Joseph, lorsqu'il y a eu le changement de pluie, j'ai fait tout, avec l'enquête publique. Je suis parti voir plusieurs fois le maire, Monsieur Le Breton. J'ai fait plusieurs courriers, etc. On ne m'a jamais écouté, on ne m'a jamais entendu. On m'a raconté n'importe quoi. Et à la fin, je vous donne la cerise sur le gâteau. Dites-moi une seule fois où des proches d'un maire ont vu leur terrain déclassé, parce que j'ai entendu pas de terrain, leur terrain perdre de la valeur. Dites-moi un maire qui a perdu une seule fois un de ses terrains qu'il possède, ou alors qui a vu passer en non constructible. Vous voyez bien que tout est biaisé, que si l'on est plus ou moins proche du pouvoir, on se met plus ou moins bien. Voilà, je vais finir là-dessus, mais il faut faire attention aux politiques. Ils disent souvent un peu trop vite, un peu trop n'importe quoi. Je vous remercie. Terrain. Merci Ibrahim. Oui, juste un petit mot pour rectifier ce que notre auditeur vient de dire. Je me suis sans doute mal expliqué. Je n'ai pas parlé de densité à La Réunion et en métropole. Pareil, évidemment, c'est une ineptie puisque notre densité est bien plus élevée que celle de la France métropolitaine. Ce que je voulais dire, c'est que la tâche urbaine, la zone bâtie, en France et à la Réunion, c'est en pourcentage du territoire à peu près la même chose. Entre la part de la tâche urbaine de la zone bâtie et les densités, évidemment, c'est pas du tout la même notion. Donc je me suis sans doute mal exprimé, ou notre auditeur a peut-être mal compris. Je m'en excuse, mais je voulais rectifier ça. J'ai jamais dit que les densités étaient évidemment les mêmes. Je suis un géographe et je sais de ce dont je parle. Merci beaucoup. Malheureusement, on n'a pas trop
plus le temps de débattre des questions qu'Ibrahim l'a mis sur la table. Mais moi, je remercie Ali d'avoir ouvert un peu la discussion. Nous donne un autre rendez-vous, mi-espère, pour un nouveau numéro de l'A-dit partout plus tard sur ce sujet-là pour prolonger la discussion. Mais pas faire un dernier tour de table pour que les invités clôturent et voilà. Alors, merci. Moi, je suis donc Christophe toujours. Je tiens à inviter toutes les associations, toutes les personnes qui seraient intéressées par la démarche qu'on a menée avec la lettre ouverte à nos élus, à écrire s'ils veulent rejoindre la démarche sur l'adresse mail recours-pi@gmail.com. Recours RECOUR PI, les 2 lettres, @gmail.com. Merci. Très bien, on le mettra aussi sur le site du Parallèle Sud, cette référence. Moi, clôturer vitement sur la confiance, en fait, et la défiance. On s'est rendu compte avec les affaires qu'on soulevait qu'il y a une énorme défiance de la part de la population vis-à-vis des pouvoirs, vis-à-vis des politiques. Et si on ne rétablit pas la confiance par un vrai travail, cette défiance, elle s'exprime de plus en plus. Elle s'est exprimée dans les votes aux dernières législatives. Et les candidats qui sont arrivés au 2e tour du Rassemblement national, je ne pense pas qu'ils aient les mêmes préoccupations que les gens qui étaient autour de la table sur le schéma d'aménagement régional et sur la préservation des terres. Donc il va falloir beaucoup communiquer pour éviter, parce qu'on parle des gilets jaunes, on peut aussi parler des bonnets rouges. Il peut aussi y avoir des manifestations pour dire arrêtez vos conneries, ne nous empêchez pas de prendre la voiture, notre modèle c'est la voiture, on veut une essence pas chère, etc. Donc il y a beaucoup de conscientisation à faire. Monsieur Berthe. Oui, ce que je veux dire, c'est que le SAR, en fait, on a débattu là de l'aménagement du territoire, qui est d'abord l'affaire du citoyen, ensuite du maire, ensuite de l'intercommunalité, et ensuite du SAR, qui est un schéma chapeau, en quelque sorte. Mais la déclinaison opérationnelle, territoriale, etc., finement, à l'échelle de la parcelle, c'est le PLU, c'est la mairie. Donc, ce que je veux dire, c'est que nous, en tout cas, on a les préoccupations qui ont été partagées autour de cette table. C'est pour ça que je disais qu'on est à 95% d'accord. Il y a toujours des points de divergence. Mais c'est vraiment notre nécessité, c'est de faire en sorte que la Réunion reste un endroit où il fait bon vivre pour nos générations futures. Espérons. Monsieur Annette. Alors moi, je veux dire que là, dans la révision du SAR en ce moment à la région, il cafouille un peu parce que nous ne connaissons pas où ça nous veut aller. Nous n'avons pas cette vision de la Réunion, Mirodine, nous n'avons jamais pris le temps de définir, nous élus. C'est notre responsabilité. Et maintenant, moi, je continue à travailler, à débattre, à participer, parce que je ne voudrais pas vraiment qu'en 2050, mon petit-enfant, il dit à moi, mais papy, pourquoi on l'a pas fait? Pourquoi on n'a pas eu le courage de prendre les bonnes décisions pour nous? Et les bonnes décisions se prennent bien aujourd'hui. Donc, voilà, m'invite les citoyens, les élus, tout le monde a travaillé. Tout le monde a travaillé pour la Réunion 2050 et pas pour la Réunion 2026 pour les élections municipales. 2 petits mots pour la fin, 2 mots que m'aime bien, c'est collectif, parce que nous allons faire ensemble, et endémique, parce que je pense que l'endémisme, c'est une capacité d'être résilient, résistant et à s'adapter. Et sur ce sujet, parmi tant d'autres, je pense que si nous mettons tous la main ensemble, que nous transformons à nous en endémique, nous gagnons une bébé de forêt sur tous les chantiers que nous n'avons pas demain. Jolie parole. Donc, il nous arrive à la conclusion de l'émission, mais remercie mes invités. Vraiment, les échanges étaient gaillards, de qualité. Merci beaucoup. Merci d'être venu. Merci Nini. Merci Azat. T'es gaillard. Voilà, que ça me peut dire, c'est la question du SAR, là, le schéma d'aménagement régional, c'est la question quel demain nous veut, où ça va précisément. Et il faut vraiment nous poser à nous la question pour avancer. Voilà. Et quand nous morts, ça nous va aussi. Mais là, nous les vivons. Et quand nous les vivons, ça nous va. C'est déjà une question pour répondre. Donc vraiment, merci. Nous retrouvons le mois prochain sur ce sujet-là. Pour finir, peut-être, parce qu'effectivement, on a eu beaucoup de sujets inquiétants. Donc, il voulait finir par un petit morceau à chanter. Il aime beaucoup, Alain Peters. Et qui finit un peu sur une note d'espoir, mais espère. Merci et au mois prochain pour Allez-y partout. Si vous avez aimé cette vidéo de Parallèle Sud, média réunionnais indépendant, partagez-la. Et si vous voulez soutenir la liberté de la presse, faites un don sur notre site parallèlesud.com. L'info est un droit, mais elle a un prix.